La peur. La peur. J'avais un peu peur de... J'ai peur. La peur. De la peur du stress. Le stress. Je pense qu'il y a toujours une part de stress. Toujours le stress. Faut accepter son stress. Ces émotions intenses jouent un rôle central dans la performance, qu'on soit athlète ou non. Dans cet épisode de Tal Mental, on décrypte leur impact et les leviers pour mieux les gérer. Quand on remonte dans le temps, comme j'expliquais, c'était la peur de mourir finalement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Loret, préparateur mental expérimenté. La peur de perdre, c'est la peur de l'échec. Si j'échoue, comment je vais le vivre et puis surtout comment les autres vont le vivre. Ensemble, nous partagerons des stratégies concrètes pour comprendre vos émotions, dépasser vos doutes et tirer parti de vos ressources mentales. Ce que tu dois apprendre à réguler, c'est l'accélération de ton rythme cardiaque. Vous êtes prêts ? Tal Mental, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tal Mental. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thierry Loret. Thierry, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec plaisir. À votre podcast. Ouais, c'est vrai qu'on est plusieurs dans le équipe. podcast. Oui, on voit souvent moi, mais on est plusieurs. On pense à Charles, à Gabriel et à Rush. Thierry, première question. Sur ton Instagram, il est marqué coach, formateur, psychopraticien, préparateur mental, enseignant hypnose, conférencier, auteur. Finalement, qu'est-ce que tu ne fais pas ? Non, surtout, qu'est-ce que je fais en fait Jusqu'à il y a 10 jours, j'avais 3 activités principales. J'étais directeur de programme master dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC en France, qui est une école de commerce très importante. J'ai arrêté mon activité parce que j'avais plus le temps en fait d'être un petit peu partout. J'interviens beaucoup en entreprise toutes les semaines sur diverses thématiques autour du leadership, la communication, la cohésion d'équipe. Et puis j'accompagne en préparation mentale, pour utiliser ce mot, des chefs d'entreprise et des athlètes de haut niveau qui sont aujourd'hui répartis un petit peu partout sur la planète. Ok, super. Ça nous montre un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'ai écouté pas mal de podcasts de toi qui racontent comment tu évolues dans ton quotidien. Il y a une info que j'ai pas, c'est comment tu en es arrivé là et quel est ton parcours, si tu veux bien le partager. Comment j'en suis arrivé là ? Alors moi, je suis un ancien athlète de haut niveau. D'accord. 10 ans d'équipe de France d'athlétisme, Jeux Olympiques, il y a bien longtemps. Et ensuite, j'ai arrêté, donc j'ai fait les Jeux Olympiques moi, à Séoul en 1988 et j'ai arrêté ma carrière en 1992 parce que j'avais raté les sélections pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Okay. Donc j'ai décidé le jour même en fait d'arrêter le sport de haut niveau. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier pendant plus de 20 ans. Mais très rapidement, après les Jeux Olympiques et ma non-sélection, je me suis posé la question de savoir ce qui était passé dans ma tête, en fait. Pourquoi je n'avais pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et très rapidement, en fait, j'ai voulu m'intéresser un petit peu au cerveau. Alors, j'étais préparateur physique, moi, parce que dans les filières athlètes de haut niveau, bon, tu passes les diplômes pour être préparateur physique. Pendant 3 ans, j'ai plus du tout fait de sport. Période vraiment d'introspection. Et quand je suis revenu, en fait, dans le sport par les arts martiaux, tout doucement, je me suis intéressé au mental et je me suis intéressé à la PNL, notamment à la programmation neurolinguistique, où j'ai passé tous les niveaux, technicien, praticien, maître praticien, enseignant. De la PNL, je suis passé à l'hypnose. De l'hypnose, je me suis intéressé aux neurosciences. Des neurosciences, je passe une formation de coach. Donc, je suis coach certifié. Ensuite, je me suis intéressé à la psychologie, forcément. Donc, je suis psychopraticien, praticien en TCC. J'utilise l'analyse transactionnelle, l'EFT, enfin plein d'outils autour du développement personnel qui m'amènent aujourd'hui à faire ce que je fais, en fait, ce qui me passionne, accompagner l'individu au travers de sa quête de performance, pour utiliser ce mot. Ok, super, merci beaucoup. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'anciens sportifs qui, après leur carrière, se sont demandé le pourquoi. Mentalement, ils avaient eu potentiellement des choses qu'ils auraient pu bosser. Et il y en a beaucoup qui, justement, deviennent préparateurs mentaux. Ou peut-être dans l'autre sens, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui sont d'anciens sportifs, qui se sont posé la question comment j'aurais pu faire pour m'améliorer et performer. Parce que, on le rappelle, la préparation mentale, c'est assez nouveau. En France, en tout cas, c'est émergent, contrairement aux pays comme aux États-Unis, au Canada, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sportifs qui n'avaient pas forcément la réponse quand ils étaient justement sportifs et du coup maintenant veulent connaître les réponses et veulent accompagner les gens pour pas que ça se reproduise. Est-ce que ça c'est ton cas ? Ouais, il y a un peu de ça. Alors oui, effectivement, en France, c'est la préparation mentale. C'est pas qu'on est en retard, mais en tout cas, en termes de déploiement, ça mériterait d'un peu plus de vitesse, j'ai envie de dire. Tu vois, la semaine prochaine, je pars aux États-Unis, moi, parce qu'en ce moment, je fais des travaux de recherche dans le cadre d'un doctorat sur la motivation, l'implication et l'engagement des collaborateurs en entreprise, sur leur capacité à produire de la valeur ajoutée. Donc, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de salaire. Donc ça, parce que j'interviens beaucoup d'entreprises, j'ai besoin de développer des compétences autour de ça. Pour répondre plus précisément à ta question, l'idée, c'est de faire gagner du temps aux athlètes, en sachant que dans tous les cas, ils vont devoir passer par leur parcours qui est individuel. Mais l'idée, c'est de leur amener de l'information qu'ils vont pouvoir utiliser au travers d'outils pragmatiques, on va dire, pour développer des capacités cognitives et puis des capacités mentales cognitives, ma capacité à intégrer et à mémoriser l'information, mentale plus orientée vers
le stress, l'anxiété et la concentration notamment. Ok. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu cherches toujours à avoir plus de compétences. Ouais. Ça, je pense que c'est hyper important. Moi, je le vois, je suis encore jeune en préparation mentale, j'ai soif de compétences. Et j'ai entendu certains discours dire oui, moi, j'ai la recette pour la préparation mentale, j'ai tout compris, suivez-moi. Or, j'ai l'impression que la recette miracle n'existe pas. Ça dépend beaucoup de l'athlète et du mode de fonctionnement. Et surtout qu'on peut toujours apprendre. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement. Et chaque année, on peut avoir de nouveaux outils ou s'approprier de nouvelles choses pour pouvoir évoluer en tant que coach et du coup évoluer par rapport à l'athlète. Alors, quand une personne te dit « moi j'ai la recette miracle », je pense qu'il y a un petit souci là. D'accord. La recette miracle n'existe pas. Et j'ai la chance d'avoir accompagné beaucoup de personnes. Et je sais que d'une personne à l'autre, l'outil va être appréhendé différemment. J'ai continué à me former, moi, parce que je me suis rendu compte d'une chose, et depuis, ça fait plus de 40 ans maintenant, j'ai commencé le sport de haut niveau à l'âge de 16 ans. Je suis arrivé très rapidement, depuis que je suis dans le domaine de l'accompagnement et de la prépa mentale, je me suis formé à la psychologie, parce qu'en fait, je considère que 90% des blocages, ils sont psychologiques. Ils sont pas physiques ou physiologiques, ils sont psychologiques. Pour moi, un préparateur mental qui aujourd'hui n'a pas de connaissances, au moins basiques, en psychologie, risque d'avoir des difficultés pour accompagner un athlète. Ça veut dire que, typiquement ce que tu viens de dire, quelqu'un qui te dit « j'ai la recette miracle », il va peut-être partir de lui, d'outils qu'il a utilisés sur lui ou avec des athlètes avec qui ça fonctionnait, mais peut-être qu'il oublie ceux avec qui ça n'a pas fonctionné. D'accord ? Donc c'est important. Et quand on s'intéresse à la psychologie, qu'on va travailler sur les liens d'attachement, enfin plein d'éléments qui sont très importants au niveau de la psychologie d'un athlète, on va se rendre compte que les blocages ont été pour la plupart cristallisés pendant l'enfance, et que c'est sur ça qu'il va falloir travailler en priorité. Parce que dire à un athlète de faire de la cohérence cardiaque, de faire un peu de méditation, de faire de l'auto-hypnose quand il a été formé, c'est pas quelque chose de difficile. Ça va être difficile s'il n'arrive pas à le mettre en place. Ensuite, c'est pourquoi il ne le met pas en place. Ouais. Est-ce que dans ce qu'on lui demande de faire, ça a du sens ? Ça, c'est toute la question. Est-ce que la prépa mentale et les outils de la préparation mentale sont appréhendés comme des techniques aussi importantes qu'un geste technique qu'il va répéter à l'entraînement ? Pour certains, oui. Ça va aller vite, pour d'autres, ça va prendre du temps, et pour d'autres, en fait, ils vont jamais le mettre en place. Je rebondis sur ce que tu dis. Imaginons qu'on travaille sur du stress. On pourrait dire, oui, ok, moi je connais un outil pour jouer sur le stress, on va l'utiliser. Sauf que moi, pour la manière dont je fonctionne, c'est d'abord, on va comprendre d'où vient le stress, quelles sont les causes du stress, et en fonction de ça, on va choisir l'outil utilisé. C'est pas juste, t'as du stress, tiens, j'ai appris que c'est cet outil-là, fais cet outil-là. Pour moi, ça va beaucoup plus loin, parce que chaque humain est différent. Déjà, il faut voir si le stress, est-ce que c'est vraiment du stress ? En creusant avec la personne, parce qu'on en parlera plus tard sur les 2 thématiques que j'ai prévues aujourd'hui. Mais on a tendance à évoquer des émotions sans vraiment savoir si on parle vraiment de celles-ci. Parce que l'humain qui n'est pas vraiment formé, on va dire, là-dessus, va citer, quand on demande à quelqu'un de citer des émotions, il va nous citer la joie, la peur, la tristesse, par exemple. La colère. La colère, alors qu'il en existe beaucoup plus. Ouais. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus sur, de quelle émotion parle-t-on ? Et en fonction de cela, on pourra creuser et voir quel outil on utilise. Mais je pense que ça part d'abord dans ce sens-là. Et pas juste, on a ça, on met cet outil. Parce que chaque humain est différent et chaque processus, du coup, est différent. C'est ça. Alors, dans ce que tu dis, il y a plein de choses qui sont importantes. Enfin, tout est important, mais effectivement, quand on parle de stress, de quel stress on parle ? Mais en fait, le stress, moi, je parle d'un stress. Je ne dis pas qu'il y a plusieurs formes de stress. Je dis qu'il y a un stress qui est provoqué ou par le corps ou par tes pensées. Dans les 2 cas, ça va provoquer quoi ? Une accélération du rythme cardiaque, elle-même provoquée par de la production de noradrénaline, qui va se transformer en adrénaline et qui va te permettre quoi ? De t'adapter à la situation que tu es en train de vivre. 3 types de comportements, la fuite de combat ou l'inhibition, que la situation soit réelle ou imaginaire. Donc en fait, ce que tu dois apprendre à réguler, c'est l'accélération de ton rythme cardiaque. Déjà. Ouais, pour toi, c'est l'outil principal, c'est la première cause. Pour moi, le stress, c'est ça. Ouais. Donc en fait, quand ton stress n'est pas bien maîtrisé, bien régulé, ton rythme cardiaque va rester sur un rythme plutôt élevé, et notamment dans un type de contexte qui pourrait être imaginaire. Et imaginons l'athlète qui arrive à une compétition et qui s'imagine déjà que pour lui, ça ne va pas être évident parce qu'il est en train d'observer ses adversaires et que là, donc du coup, un stress est en train de se produire. Un stress qui peut être réel ou imaginaire, parce que quand même, il y a un peu des deux. J'avais lu, je ne te promets pas de te couper là-dessus, j'avais lu que le stress, c'était en fait le lien entre une situation, comment elle est perçue, et les capacités, comment je les perçois. Et c'est ce calcul-là qui souvent fait que la situation elle a l'air hyper compliquée et moi je pense que je suis pas capable. Et du coup, en fait, des perceptions qui sont très souvent faussées, parce qu'en fait on imagine plein de choses, or si on prend du recul et on se met dans la réalité, on voit que ce n'est pas le cas et ça peut causer du stress. Voilà, alors
Principe de base, déjà, c'est que le cerveau ne fait pas la différence, pratiquement pas les différences, entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée de toute pièce. Ouais. Donc, déjà, la réalité, qu'est-ce que c'est? Donc, pour l'athlète, déjà, c'est prendre en considération et comprendre au niveau, on va dire, des connaissances, que le cerveau ne fait pas la différence et que son stress peut se produire à n'importe quel moment, à partir du moment où il se projette et qu'il identifie un danger. Donc ça, c'est super important. Ensuite, comment on va réguler ça? À partir notamment de plein d'éléments, mais un qui est important, qui est le système de croyance. Je crois que je vais être en difficulté, donc cette pensée provoque chez moi une accélération de mes rythmes cardiaques pour me préparer typiquement à ce que je vais vivre. Dans la situation que je vais vivre, je vais fuir, et trois types de réponses comme je te l'ai indiqué, la fuite de combat ou l'inhibition. Quand je suis un athlète, je vais devoir combattre contre moi-même et contre mon adversaire, où je pense que je suis en capacité de le faire, où je commence à me dire tout de suite que ça va être difficile, et je me mets déjà au niveau psychologique et physiologique dans une situation qui pourrait être une situation d'inhibition. Et là, c'est tout le système nerveux en fait qui va commencer à se mettre en branle, j'ai envie de dire, mais notamment le nerf vague qui va gérer en situation d'inhibition ce mécanisme de défense qui est physiologique et qui va à un moment donné peut-être bloquer l'athlète dans son incapacité à produire un mouvement. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'aimerais rebondir sur une chose, c'est aussi que moi j'ai l'impression que le stress, c'est aussi le mot stress qui est aussi très mal perçu par les personnes, parce que les sportifs, pour eux, le stress, c'est mal. S'il y a du stress, ça veut dire qu'on est dans le négatif. Or, moi, j'explique souvent à mes sportifs que le stress, c'est ni bien ni mal. C'est comme la conscience, c'est comme plein d'autres choses. Ce n'est pas bien ou c'est pas mal. C'est juste que pour nous, c'est ancré en tant que mal. Alors que s'il n'y avait pas de stress, on ne pourrait pas performer. Il faut forcément un minimum de stress. Et si on remonte dans le temps, si nos ancêtres n'avaient pas de stress, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça. En fait, pour les athlètes, c'est une connotation négative parce qu'on leur a toujours expliqué de cette manière. Il suffit de leur expliquer d'une manière différente. Oui. D'accord ? Le stress, c'est quelque chose de naturel, comme on vient de l'évoquer. Le jour où tu stresses plus, tu meurs, en fait. Ça veut dire que ton cœur est plus en capacité d'accélérer. Donc, en fait, le stress, c'est permettre à ton corps et à ton cerveau de se mettre en mouvement. L'accélération du rythme cardiaque, ça permet un afflux de sang beaucoup plus important au niveau du cœur et des muscles rouges, notamment, pour te mettre en action dans ce que tu as prévu de vivre. C'est juste ça. Donc, c'est un mécanisme psychologique et physiologique qui te permet de t'adapter à ce que tu vas devoir vivre. Sans ça, tu n'es pas en capacité de le faire. Ouais. Sans stress, tu ne peux pas, en fait, vivre une expérience qui va être notamment celle d'un athlète de haut niveau dans une compétition importante. Donc, c'est comprendre, en fait, que c'est ton cerveau et ton corps qui se mettent en mouvement par une accélération du rythme cardiaque. Ensuite, c'est comment je contrôle ce stress pour pas que, du coup, il bascule dans un effet qui serait contre-productif, donc inhibiteur. Salut, c'est Léo de Talmental. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Talmental. On reçoit des préparateurs mentaux, des psychologues du sport et on parle de ces sujets-là vraiment en profondeur. Je pense que ça peut t'intéresser. Alors abonne-toi. Je vais partager une petite anecdote que j'ai vécue récemment. Moi, j'interviens dans un club où en fait j'expliquais la notion de stress et on parlait des émotions, on différenciait le stress des émotions et j'expliquais, en fait, j'avais un graphique où je montrais 3 niveaux de stress. Il y avait le niveau de stress 0 et j'expliquais que si on avait du stress 0, comme tu dis, on meurt. C'est impossible. Un autre graphique où le stress est stabilisé. Et là, j'expliquais que c'était la bonne chose à avoir pour un sportif. Et une dernière situation où le stress montait en flèche, on était très croissant et partait dans tous les sens. Et là, on montre qu'il y a de l'instabilité. Du coup, il peut y avoir plein de pensées, plein d'émotions qui arrivent. Et en fait, j'expliquais que le stress était nécessaire et que tout le monde avait du stress constamment. C'est juste que quand on n'y fait pas attention, c'est parce qu'en fait, on arrive à le maîtriser, à le réguler. Et il y a une dame qui intervient et qui dit non, mais moi, c'est pas possible, je ne crois pas parce que moi, je sais quand je stresse, et par exemple, là, moi, je stresse pas. Et je lui dis, comment ça? Elle me dit, je ne stresse pas parce que là, tout va bien. Je lui dis, justement, vous associez le fait de si vous allez bien, vous ne pouvez pas stresser parce que le stress, c'est forcément du mal. Or, non, le stress, c'est neutre. Et elle me dit, non, là, je sais que je vais bien, tout va bien, regarde, je suis pas stressé. Et je lui explique, je lui dis, tu sais que si tu avais 0 stress, tu serais même pas arrivé à l'heure aujourd'hui, par exemple. Rien que pour te déplacer et être là à l'heure quand je démarre, il faut cette dose. Et pour ça que tu dis, il suffit de l'expliquer différemment. Oui, je suis d'accord. En revanche, chez certains, c'est tellement ancré qu'il faut vraiment aller chercher, rembobiner parce que ça fait 40 ans, 45 ans qu'on leur répète que le stress, c'est pas bien. Ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'accompagner une personne, c'est l'appréhender dans le cadre de sa réalité. Cette personne qui te dit, moi je sais que je ne stresse pas parce que je me sens bien, typiquement, elle a construit cette croyance au travers de ses expériences. Donc si pour elle, en fait, appréhender le stress de cette manière, c'est une bonne chose, il n'y a aucune raison
de lui dire qu'il faudrait peut-être qu'elle change sa façon de penser. Puisqu'encore une fois, il n'y a pas de vérité. Chaque cas est particulier, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais dans tous les cas, ce que je pense moi, c'est que sans prise de conscience, le changement est impossible. Et la prise de conscience, elle passe par quoi ? Par l'information. Donc il faut savoir, ou au moins tenter de savoir aujourd'hui, dans une approche holistique, de quelle manière le stress est défini, que ce soit au niveau psychologique, au niveau neuroscientifique, même au niveau philosophique. C'est quoi le stress ? Qu'est-ce que nous dit la littérature du stress ? Et à partir de là, dans ce que je vis moi aujourd'hui, avec ces informations nouvelles, comment je pourrais l'apprendre différemment pour que quand je parle de stress, ça devienne pour moi quelque chose de plutôt confortable et pas d'inconfortable. C'est ça l'idée en fait. Tu vois, justement, récemment, je travaillais dans le football et j'étais toujours sur la thématique du stress et des émotions. Et j'ai un joueur qui me dit, oui, mais en fait, moi, j'ai pas envie de montrer que je stresse parce que si on me voit stresser, on va dire, ouais, mais enfin, on va voir en gros, oui, mais tu stresses. Et je lui dis, mais si on dit tu stresses, mais tu réponds, ouais, mais toi aussi tu stresses. Et en fait, tout le monde stresse et c'est normal. Seulement le stress, rien que la connotation, en fait, pour lui aussi, il l'associe à du négatif. Et je lui dis, mais en fait, heureusement que tu stresses. C'est comme si quelqu'un te dit, ouais, tu respires. Et bah, toi aussi, tu respires. Et c'est pas grave. Enfin, c'est normal et heureusement. Après, pour un sportif, alors là, tu parles d'un footballeur, hein, donc j'accompagne aussi des footballeurs. Évidemment, vouloir montrer de soi le fait que je stresse pas, c'est aussi être en capacité de mesurer, de montrer en fait que je maîtrise ce que je suis en train de faire. Donc, dans un sport collectif, quand tu maîtrises pas ton positionnement, que tu maîtrises pas ta technique, que t'es pas bon dans les placements, ça va se voir. Ouais. D'accord ? L'entraîneur va te faire des réflexions. Donc, le stress, de toute façon, tu vas l'avoir et tu vas avoir cette pression qui va te faire monter en stress. Donc, le cacher, je sais pas trop comment tu vas le faire, puisque tu vas être évalué tout de suite sur ta capacité à t'adapter dans ce que tu es en train de vivre. Donc, tu peux dire, je suis pas stressé. Ouais, dans tous les cas, on te demande pas si tu es stressé ou pas. On te demande juste si, effectivement, tu es à la bonne place et tu utilises les bons gestes techniques qui font avancer ton équipe, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Justement, ces sportifs-là, en prenant les mêmes footeux, je leur expliquais, les gars, est-ce que, avant d'aller sur le terrain, lors d'un match, est-ce que vous avez du stress ? Ils me disent oui. Et je leur dis, mais et comment vous serez sans stress ? Ils me disent, ah, bah, je pourrais pas jouer. Donc ce stress est nécessaire. Et encore une fois, c'est nécessaire. Mais tu vois, moi je suis là avec des artistes aussi, voilà, qui ont des spectacles avec des milliers de personnes et qui me disent, le jour où j'aurai plus de stress, je commencerai à m'inquiéter. C'est ça. Parce qu'avoir du stress, c'est normal. Moi, je donne des conférences devant des centaines, des milliers de personnes. Là, je prépare une conférence, par exemple, au Grand Rex, où il y aura 3000 personnes. Je dois embarquer les gens sur une expérience hypnotique. Le seul fait d'y penser, ça provoque chez moi un peu de stress, parce que je me dis, est-ce que tout le monde va suivre ? Et je commence à me raconter un film, en fait. Donc, comment je vais faire pour anticiper ce stress ? Eh bien, je vais m'entraîner. Carrément. Plus je vais m'exposer à ce qui va ou à ce qui pourrait se passer et à le faire dans de bonnes conditions, plus j'ai réduit ce stress qui pourrait ne pas être le bon. Par rapport à ça, je rebondis là-dessus, sur l'aspect tu dis tu imagines ta réussite. En ce moment, je dois bosser beaucoup sur les réseaux de posts de personnes, pas forcément préparateurs mentaux, des personnes, même préparateurs physiques ou autres, dans le milieu en tout cas qui ont un lien. Il y a des posts un peu déjà prétouffés en disant ok, si vous voulez être performant, visualisez votre réussite. Plein de choses comme ça. Et j'aimerais mettre un petit bémol là-dessus parce que oui, il faut, mais il faut aussi le faire avec quelqu'un qui est spécialiste. Ça se fait pas comme ça, c'est pas aussi facile. C'est pas juste je ferme les yeux, je vois du bien et tout va bien se passer. Et ça, je pense, c'est important de le dire parce que on parle du mental, du cerveau, il y a plein de personnes qui aimeraient être aidées et en fait, le fait de vendre du rêve, ça leur rend pas service. Là encore, tu vois, les gens parlent de visualisation. Moi, en tout cas, quand je fais de la visualisation, alors c'est pas de la visualisation, hein, c'est de l'imagerie motrice déjà. Donc on utilise l'intégralité des 5 sens, et puis on va utiliser d'autres sens. On va utiliser l'équilibre-perception, ma capacité à appréhender mon corps dans l'espace, l'interoception, ma capacité à véritablement réguler ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes états émotionnels. Tu as la proprioperception, ma capacité à réguler mes membres dans l'espace. Tu as la nociception, qu'on fait très bien avec un état hypnotique, qui est ma capacité à réguler mon niveau de douleur, qui est complètement subjectif d'un individu à l'autre. Et tu as même la thermoperception, ma capacité à faire la différence entre ma température corporelle et la température extérieure, comme je l'ai fait là en accompagnement hypnotique avec 2 athlètes de l'extrême qui sont partis à l'Everest. Donc en fait, la visualisation, c'est pas juste mobiliser le cortex visuel, couché dans ton canapé en train de te dire « je vais être champion olympique ». Ça marche pas. Ouais. D'accord ? Et la méconnaissance, ça vient de là. Par exemple, tu as entendu, moi j'étais aux Jeux Olympiques, j'avais des athlètes, mais pour certains qui ont été champions olympiques, Simone Biles, l'américaine qui a gagné le 100 mètres, a beaucoup parlé en fait de visualisation. Elle indiquait que pendant toute la période des Jeux, mais même en amont, elle visualisait le fait qu'elle était championne olympique sur 100 mètres. Mais il ne faut pas oublier que quand elle fait ça, elle le fait tous les jours, elle le fait tous les jours à l'entraînement.
Donc dans un corps qui est en mouvement. Oui. Et on parle notamment en neurosciences de cognition incarnée, c'est-à-dire ton cerveau s'incarne dans son corps et tu sais que ton cerveau fonctionne parce que ton corps s'exprime en fait. Et donc quand on fait un travail de visualisation, l'idée c'est de mobiliser le corps et l'esprit au travers de l'ensemble des sens. Donc ça demande déjà des connaissances tout simplement, hein, il faut se former pour savoir tout ça, sachant que moi je ne sais pas grand-chose, et là ce que je te dis c'est juste ce que je sais dans l'instant T, mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. C'est sûrement déjà plus que les personnes qui s'intéressent au mental. Et qu'ensuite, il faut mettre tout ça en mouvement. Ouais. Voilà. Et ça, là, si tu ne l'as pas utilisé sur toi, je ne vois pas comment tu vas pouvoir proposer à un athlète de l'accompagner et de lui dire, ou de pouvoir lui dire s'il le fait bien ou pas. En sachant qu'encore une fois, d'un athlète à l'autre, c'est différent. On parlait hors antenne de phénoménologie. C'est de quelle manière l'individu vit cette expérience subjective, en fait, du corps et de l'esprit dans un contexte particulier. Oui. Et là, encore une fois, d'un athlète à l'autre, c'est différent. Donc, quand un athlète te dit Thierry, t'es bien sympa, mais au travers de ce que tu me proposes de faire, j'ai des difficultés à y arriver. Le problème, c'est pas l'athlète. Hein. Oui. D'accord. Le problème, c'est moi, en fait. C'est dans ma manière de transmettre le message et peut-être que l'outil que je propose n'est pas adapté à l'athlète que j'accompagne. C'est un enjeu hyper important Le préparateur mental, pour moi, il doit toujours s'adapter à l'environnement dans lequel il intervient. Chaque sport est différent et chaque sport a des spécificités. Et ce préparateur mental, d'aller dans l'univers du sportif et pas d'amener le sportif vers soi. Ça fonctionne pas. Surtout pas, parce qu'on risque d'avoir des cas, Thierry, comme tu dis, là, j'y arrive pas à ton truc. Là. Ce qu'il faut pas faire, en fait, c'est se projeter au travers de l'athlète. Ouais. Moi, ça serait facile pour moi d'accompagner un athlète, et quand je le fais, de toute façon, c'est plus fort que moi, je vais quand même le faire, je vais me projeter au travers de moi quand j'étais athlète. Oui. Donc je vais me dire, il n'arrive pas à ci, il n'arrive pas à ça, il arrive à ci, je vais me remémorer moi dans sa situation. En fait, il s'en fout, l'athlète. Oui, parce qu'il a sa propre vision du monde. Il a sa propre réalité. Ouais. Donc, c'est cette capacité-là. Donc, un accompagnement, tu as toujours cette dissociation entre le pourquoi et le comment. Tu vois, le coaching, c'est comment je vais pouvoir faire pour être plus performant dans ce que je suis en train de mettre en œuvre. Et ça part du pourquoi j'y arrive pas. Souvent, on te dit le pourquoi, ça se travaille avec le psy. Ouais. Parce que ça va t'être relié à l'enfance. Et le comment, du coup, tu vas pouvoir le faire avec le coach. Moi, en tant que coach, je me suis très vite rendu compte que si je ne savais pas travailler sur le pourquoi, je voyais bien que dans le comment, je n'allais pas être bon. C'est pour ça, je te le disais, que je me suis formé à la psychologie, que je continue à le faire. Parce que dans tous les cas, avec un athlète, le premier travail que je vais faire, c'est un travail d'analyse, entre guillemets, sur sa structure psychologique, de quelle manière il s'est construit, au travers de son environnement familial, scolaire, professionnel, tous les environnements dans lesquels il a évolué, et aujourd'hui, quel est son système de valeurs, quel est son système de croyances, quels sont ses besoins le matin quand il se lave, mais quand il se lève, quel type de besoins il va couvrir quand il va faire du sport. Donc là, on est vraiment sur un travail de fond au niveau psychologique, et tant que tu n'es pas en capacité d'apprendre ça, tu auras beaucoup de difficultés à le projeter. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, on avait fait une émission en visio avec Clément Lecause, qui lui est psychologue du sport et préparateur mental, notamment au Paris Saint-Germain, et il m'expliquait que pour lui, c'était fondamental qu'un préparateur mental ait quand même des notions en psychologie. Il me donnait un exemple qui est très parlant. Il me disait, imaginons que tu es un sportif et tu vas le voir le matin d'un match qui joue l'après-midi, donc tu es préparateur mental et tu vois ton sportif, et le matin du match, il dit, ok, je viens d'apprendre que ma mère est décédée. Comment tu réagis? Et si t'es juste préparateur mental, t'as juste fait un DU, une formation en ligne, et que t'as que ça, en fait, ça peut être un immense souci très rapidement. Ouais, alors ça, du coup, c'est un cas que moi j'ai vécu, mais à titre perso, du coup, tu vois, pour moi. J'étais à des championnats de France et on est venu m'annoncer la mort d'un de mes frères. Un de mes frères s'est retrouvé dans le coma, en fait, à la suite d'un accident de voiture, et donc, du coup, j'ai arrêté ma compétition et j'étais à l'hôpital. Mais typiquement, au-delà de ça, parce que là, de quelle manière je vais agir, c'est pas évident, mais c'est avant ça, en fait. Et c'est au moment où tu décides, avec l'athlète, de mettre en place un accompagnement, et ça part de là. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu vas avoir beaucoup de difficultés à accompagner l'autre. Si toi-même, tu ne sais pas quels sont les besoins que tu es en train de couvrir dans le cadre de l'accompagnement, notamment au travers de projections, les attentes que tu vas demander à l'athlète de couvrir seront peut-être en partie les tiennes. Là, déjà, il y a un dysfonctionnement qui s'installe. C'est ça la problématique. La préparation mentale, c'est quelque chose de particulier. Mais les préparateurs physiques aussi devront avoir quelques notions au niveau de la psychologie, parce qu'il n'y a pas trop de psychologie dans le sport. Et à très très haut niveau, ça devrait être une priorité, mais ça reste secondaire, parce que dans les sports professionnels, où tu as sur le banc beaucoup d'athlètes qui attendent pour un même poste, les priorités ne sont peut-être pas les mêmes.
Mais pour en revenir à ça, oui, je confirme ce que dit ce préparateur mental, qui est psychologue. Effectivement, il faut avoir des notions, plus que des notions, mais avoir des notions. Mais déjà faire un travail sur soi à titre perso, peut-être. Ouais. Et là, je pense que très très peu, quand je dis très très peu, de préparateurs mentaux ont un suivi psychologique qui leur permettent de mieux apprendre qui ils sont. On parlait même tout à l'heure au début de l'émission de continuer à se former et ça passe aussi par là. C'est ok, si j'accompagne un sportif, quelle compétence ça nécessite et si j'ai pas ça là, il faut que j'ai ça là parce qu'on parle d'une personne et je pense aussi pour ça que la préparation mentale, sans dire qu'elle a du retard, elle est un petit peu, ça met un peu de temps à se mettre en place en France, c'est parce que avant, en France, il y a eu quelques dégâts sur les personnes qui accompagnaient les sportifs, qui n'avaient pas forcément toutes les compétences requises et qui se prétendaient préparateurs mentaux et qui ont fait des choses qui... Et derrière, il y a une grande période, alors je suis jeune, on dirait que j'ai 40 ans quand je parle, mais il y a une grande période où les sportifs... il y avait une rumeur de pas mal de gourous qui traînaient dans le milieu et qui faisaient des choses, notamment, j'ai entendu récemment avec pas mal, il y avait une partie de sophrologie, pas mal de choses sur tout ce qui est lié à la théorie de l'attachement, qui venait un peu s'approprier les sportifs et les sportifs devenaient dépendants des sophrologues et même ne s'intéressaient plus aux coachs. Eh bien oui. Mais c'est exactement, c'est-à-dire que souvent, en fait, quand tu accompagnes un athlète, la peur du préparateur physique ou du manager, c'est que tu prennes beaucoup d'importance. Là, tu parles de la théorie de l'attachement, notamment, bien évidemment que ça, c'est quelque chose de très important. Mais moi, avec mes athlètes, la théorie de l'attachement, c'est quelque chose que j'enseigne, entre guillemets. Je leur explique, en fait, au travers de ce qu'ils vont me dire, dans quel type de lien d'attachement ils ont développé. Ça va nous expliquer derrière, enfin, ça va nous permettre de comprendre derrière un certain nombre de choses, notamment sur leur manque d'estime d'eux-mêmes ou leur manque de confiance en eux, qui s'est structuré pendant leur enfance. Donc je vais leur apporter ces connaissances théoriques. Mais l'idée du coaching, c'est que l'athlète devienne le plus autonome, le plus rapidement possible, au niveau de son mode de pensée, de sa régulation émotionnelle, le plus rapidement possible. C'est ça l'objectif, c'est pas de le garder... Parce que tu disais, c'est le préparateur mental doit faire un travail de connaissance de soi pour pouvoir potentiellement le transmettre au sportif. Et plus le sportif va se connaître, plus il saura, ok, là j'ai telle émotion, je sais comment agir, là il se passe ça, je sais comment faire, là j'ai cette pensée, je sais comment je peux réagir. Déjà avoir sur soi, moi, a priori, je pense que je connais bien mes blocages psychologiques, je sais ce qui m'aide, je sais ce qui me bloque, parce que je travaille dessus en fait en permanence. Donc dans ma relation à l'autre et dans mes accompagnements avec les sportifs, mais pas que, puisque j'ai aussi des chefs d'entreprise ou des étudiants, tout de suite, je vais savoir quand je suis en difficulté et je sais pourquoi. Et je sais à quoi c'est relié. Donc, je suis suivi par de psy, je suis suivi par des coachs dans la supervision. Quand je rencontre une difficulté en coaching, et j'en rencontre toutes les semaines, je vais pouvoir en référer à des personnes qui vont me dire Thierry, au travers de ce que tu vis là, de ce que tu me décris et de qui tu es, voilà ce que je pourrais t'amener comme piste de réflexion. Parce que le coaching ou la préparation mentale, ce qu'il y a de génial dans ces disciplines, c'est que tu es tout le temps confronté à tes limites. Tu peux pas dire à un athlète, j'ai la vérité en fait. Tu peux juste lui proposer des solutions, des pistes de travail qui peut-être deviendront des solutions. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, on peut faire un parallèle. Parfois, je travaille avec des sportifs ou avec des jeunes et je suis en contact avec les parents. Et les parents vont me dire, oui, moi j'avoue, j'ai aussi ça ou ça comme problème, mais moi, t'inquiète, je peux m'en occuper tout seul. Et en fait, ça me fait un petit peu sourire dans le sens où même le meilleur préparateur mental, même le psychologue du sport, va avoir besoin d'accompagnement quelque part. Parce que tout le monde a besoin en fait d'avoir une oreille à qui parler. Pour moi, on peut pouvoir évoluer seul, mais par contre, il faut que précédemment, on ait déjà eu un accompagnement où, comme tu dis, on se connaisse très très bien. Or, arriver à dire oui, j'ai quelques soucis, mais bon, je vais savoir comment les gérer. Ton truc, il est cool, la préparation mentale, mais je pense pas que ça va. Ouais, c'est une forme de déni ou de méconnaissance en fait, mais c'est dommage. Pour revenir sur ça, parce que tu as fait référence aux parents, ça c'est un volet qui est très important, notamment dans le sport de haut niveau, parce que souvent, tu vas rencontrer un athlète de haut niveau, et derrière l'athlète de haut niveau, tu vas retrouver des parents souvent qui eux-mêmes ont pratiqué le sport au haut niveau, ou qui vont se projeter au travers de leur enfant et lui demander d'avoir des résultats, parce que s'il n'a pas de résultats, du coup, pourquoi tu continues à faire du sport ? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Ouais. Donc moi, en tout cas, dans mes accompagnements, je vois systématiquement les parents, en fait, l'environnement proche, parce que je sais qu'ils vont avoir une grosse influence, en fait, sur la capacité de l'athlète à atteindre les résultats qu'il a envie d'atteindre. Et tout à l'heure, on parlait de perception. C'est aussi les parents qui peuvent l'instaurer dans l'éducation, la perception de l'enfant. Ah ben oui, l'enfant, il s'est structuré au travers de son éducation, donc de son cadre familial. Et c'est à l'intérieur de ça que tu vas retrouver beaucoup de blocages, en fait. C'est là, c'est pas l'athlète qui a des difficultés le jour de la compétition à gérer son stress ou son émotion. Ça, c'est relié à un contexte. À un moment donné, on parlait de tennis tout à l'heure. Thierry, là, en ce moment, ça va pas. Au niveau de mon service, chaque fois que je dois clôturer, j'y arrive pas parce que j'ai une montée de stress, je sais pas trop ce qui se passe. Derrière
que l'athlète est en train de te dire, il y a beaucoup d'éléments multifactoriels qui sont en jeu, auxquels on pourrait peut-être ne pas penser, et notamment qui sont liés à l'environnement. D'accord ? Et quand je dis l'environnement familial, l'environnement sportif, toutes les personnes qui sont autour et qui vont, de façon directe ou indirecte, influencer l'athlète et lui mettre une forme de pression, en fait. C'est carrément ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, le sportif, il dit j'ai du stress, au lieu de dire tiens, ce outil-là, non, c'est ok, on va essayer de comprendre d'où ce stress vient. C'est ça. C'est pour remonter à la source pour après pouvoir agir. Ouais, enfin, tu vas l'entendre comme moi, hein, dans des compétitions, c'est souvent les mêmes réflexions. Arrête de stresser, il n'y a pas de raison que tu stresses, tu es bien préparé. Bon, bref, en fait, que de la sémantique qui continue à installer le stress, en fait, dans le cerveau et dans le corps de la tête, parce qu'en fait, c'est pas bien utilisé, c'est pas bien compris. C'est juste un petit peu dommage. Ouais. Parce qu'à très haut niveau, très haut niveau, mais haut niveau, alors la différence entre le haut niveau et le très haut niveau, mais je pense que la différence entre un champion olympique et puis celui qui fait une finale dans sa discipline olympique, admettons qu'ils ont des qualités physiques qui soient pratiquement les mêmes, alors qu'à très haut niveau, évidemment que des centièmes, c'est quelque chose de très important, on va retrouver bien évidemment la dominante mentale. Ouais. Et dans la dominante mentale, on va retrouver tous ces éléments-là dont on vient de parler, qu'il faut prendre en compte et que la plupart des personnes ne prennent pas en compte. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, même la préparation mentale, utiliser le mot mental, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de galvaudé, parce que ça voudrait dire que tout passe par le mental. Oui. Alors que ça passe par le corps aussi. Ouais. D'accord ? Donc, ça serait plutôt de la préparation à la prise de conscience, j'ai envie de te dire, que de la préparation mentale, parce que la préparation mentale, le mental, les capacités cognitives, les capacités mentales, ok, mais après, comment on met de la conscience sur ça ? C'est quoi la conscience ? Tu vois, on peut aller très loin dans les explications. Oui, bien sûr. Et moi, je viens du domaine de la formation. Mon métier, c'est quand même ça, à la base. En tout cas, sur les 10 dernières années. Je sais qu'une personne bien informée, bien cultivée autour de la discipline sur laquelle elle est en train de travailler, va être une personne qui va rapidement trouver des solutions. Donc, on en revenait au stress. Tu me dis que tu stresses, donne-moi une définition du stress. Oui. Je sais pas. Tu me dis que tu régules mal tes émotions, donne-moi une définition des émotions. Je sais pas. Comment tu veux réguler quelque chose que tu ne connais pas ? On va commencer par mettre une définition, même si c'est difficile de mettre une définition. Mais en tout cas, on va mettre une. Ça va nous permettre d'avoir une grille de lecture qui va être la même. Et à partir de là, on va mettre une communication qui déjà sera a priori un peu transparente, un peu claire. Quand on va utiliser un mot, on va utiliser le même mot. On va essayer de voir un peu si on continue, en continuant à fonctionner, si véritablement au niveau du vocabulaire qu'on va utiliser, des phrases qu'on va utiliser et de ce que tu vas mettre en place au niveau de ta pratique, on va arriver à construire une réalité qui va être la tienne, en fait. Tu parles justement de grille de lecture. C'est un peu un des principes de la PNL, c'est-à-dire de se dire que la carte n'est pas le territoire. Oui. Chacun a sa propre carte du monde et souvent on a tendance à se dire « Ok, lui il parle de stress, ok, le stress ça veut dire que c'est ça, donc il faut que je l'aide comme ça ». Or, la vision du stress de tel athlète n'est pas la même qu'un autre athlète et que moi en tant que personne. Ouais, mais la PNL, alors moi j'enseigne à la PNL, d'accord ? Donc c'est... on va dire, un cadre théorique que je connais bien. Dans la PNL, tu es dans une approche qui est très comportementaliste, d'accord ? Donc très cognitive. PNL qui est programmation neurolinguistique. Donc c'est mes pensées, mes croyances vont produire des émotions, donc des comportements, donc des expériences. Et donc je suis dans un schéma que je vais répéter et l'idée c'est de quelle manière j'ai programmé tout ça. Je vais déprogrammer puis reprogrammer. Donc ça c'est l'approche PNListe qui est essentiellement mentale là du coup. Ensuite, tu peux passer par des approches différentes. Ce qu'on fait par l'hypnose, la méditation, et puis la respiration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un athlète aujourd'hui qui est en difficulté, on va prendre un exemple, tu vois, qui a 17, 18, 19, 20 ans, qui est en difficulté, et qui, en fait, a bien progressé dans les catégories jeunes, et puis à un moment donné, qui va arriver sur une catégorie senior, où avant il est au même niveau que les autres, va avoir un blocage. Et puis tu comprends pas pourquoi il a un blocage. Et là, on va te dire, il manque de mental. Moi, dans ma pratique, ce que j'observe, c'est que ces blocages, à un moment donné, vont être reliés à quoi ? Ce qu'on appelle des souvenirs. Un souvenir, c'est l'association entre une expérience et une émotion. Quand on parle de souvenir, on parle de mémoire. Les neurosciences, aujourd'hui, s'intéressent à deux types de mémoire. Les mémoires explicites. Et j'ai vécu dans mon enfance un traumatisme. Pourquoi pas dans le cadre d'une expérience sportive, qui, à un moment donné, a provoqué chez moi un blocage. Et au moment où je l'ai vécu, j'ai pu le verbaliser, le conscientiser. Donc aujourd'hui, Thierry, je peux t'expliquer d'où ça vient. Puis ensuite, tu as les mémoires implicites. Et j'ai vécu un traumatisme. On m'a mal parlé. Un jour, je suis sorti du terrain, je n'ai pas compris pourquoi. L'entraîneur a une mauvaise réflexion. Je n'ai pas pu en parler, je n'ai rien dit à personne. Je suis rentré chez moi et je l'ai intériorisé. Ça, c'est passé par ma mémoire implicite. Ça veut dire que ça s'est intégré directement dans mon système nerveux et j'ai plus de conscience au travers de ce qui s'est vécu. Et ensuite, je vais me retrouver dans un environnement sportif où, à un moment donné, je vais être stimulé par une image, un son, une sensation qui va
de façon automatique, faire remonter ce souvenir sur lequel je n'ai pas de conscience. Oui. Et le blocage, de façon automatique, va se mettre en place. Donc, si tu n'as pas ces deux approches aujourd'hui, ça va être difficile de dire à un athlète, si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute, en fait. Ouais. Alors qu'il est en incapacité de t'expliquer pour quelle raison, en fait, il est bloqué. Tant qu'il est en incapacité de t'expliquer pourquoi il est en difficulté, je ne vois pas de quelle manière tu vas pouvoir agir. Surtout si tu le fais à partir de ce que toi, tu crois. Oui. Donc, l'information, il faut qu'elle vienne de l'athlète à un moment donné. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il est en train de vivre. Tu vois, on parlait de phénoménologie, de quelle manière il vit son expérience subjective, et tant qu'il n'arrive pas à l'exprimer, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu entends, et à ton avis, là, ton blocage, il pourrait provenir d'où? Tant que tu n'as pas ces informations, tu peux lui proposer tout ce que tu veux, ça va être difficile quand même qu'il arrive à contourner ou à supprimer le blocage. Justement, tu peux travailler avec lui, je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de préparateurs mentaux, mais de travailler sur, ok, tu dis ça, je pense que c'est ça, du coup on va faire ça, oui, sur les 2 prochaines semaines, il va avoir ça va être mieux. Mais par contre, après, tu vas dire, c'est bon, on arrête le coaching, tu peux continuer, je t'ai aidé. Sauf que derrière, pendant un an, en fait, on n'a pas enlevé le problème, quoi. On l'a juste déplacé à un autre endroit, mais le problème est toujours présent. C'est le cas de la tête qui est bloquée et qui te dit, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. Qu'est-ce que tu fais en face d'un athlète qui te dit, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué? Oui, c'est ça. Donc, tu continues à lui proposer un outil qui ne fonctionne pas, ou à un moment donné, tu vas lui proposer des outils qui vont lui permettre de mettre de la réflexion sur ce qu'il croit, à savoir, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. Comment tu pourrais faire pour savoir? C'est ça la question. Ce qu'il faut arriver à faire, en tout cas c'est ce que je pense, c'est d'appréhender l'athlète dans sa carte du monde. Tu faisais référence à la PNL. C'est quoi sa réalité? Dans quel monde il vit? Et moi, je dois l'appréhender à l'intérieur de ça. Je dois avoir des outils qui me permettent d'aller dans sa réalité. Et quand je suis dans sa réalité, là, d'utiliser les bons mots, la bonne sémantique, les bonnes tournures de phrases qui vont me permettre de communiquer avec lui pour déverrouiller effectivement ce qui pourrait le bloquer. Et tu vois, j'ai échangé récemment avec des parents qui me disaient, écoute Léo, je manque d'outils avec mon enfant, j'ai essayé ça marche pas, j'ai essayé ça marche pas, j'ai essayé ça marche pas. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu recommandes? Je dis, bah vous lui avez demandé, lui, ce qu'il voulait? Non, mais bon, je pense que... Je dis, ok, bah le problème il est là. Bah demandez-lui à l'enfant, c'est le principal concerné. Pourquoi vous voulez lui trouver des solutions? Et là justement, on est encore sur la perception de, je suis parent, donc je connais mon enfant, je sais qu'il va vouloir ça ou ça ou ça. Mais en fait, non, demandez-lui. Ouais, ça fonctionne pas comme ça. Il y a très peu de... Enfin, moi, c'est empirique. Donc, je vois bien que quand un athlète est bloqué, souvent, il y a aussi, au niveau de la communication avec ses parents, un dysfonctionnement, pour le dire gentiment. Tu vois. Donc, moi, quand un parent me dit mon enfant n'a pas confiance en lui, comment je pourrais faire pour qu'il ait confiance en lui? Souvent, je réponds aux parents, il faut que tu commences par toi, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une compétence que tu n'as pas pu lui transmettre. C'est pour ça que tu as du mal à en parler avec lui. Récemment, j'étais au téléphone avec un parent qui me demande un coaching pour sa fille et qui commence à m'évoquer, lui, son expérience en tant que joueur. Il me disait, ouais, bah, moi, j'ai beaucoup de pression, mais là, je sens que ça va mieux et tout, machin. Mais bon, je me pose quand même des questions par rapport à... Bon, bref. Et ma fille, bon, elle a tout le temps de la pression. Je comprends pas pourquoi. Moi, je lui mets 0 pression. Et en fait, tu dis, bah, ok, bah, tu viens tout juste de me dévoiler tout, là. Et en fait, tu vois clairement qu'il retranscrit son expérience personnelle par rapport à sa fille. Il projette sur son enfant, en fait, des attentes qui sont relativement importantes à un athlète ou un enfant qui souvent a rien demandé. Là, j'ai eu l'exemple, alors risque de m'écouter, mais parce que je vais bientôt faire un podcast avec elle, mais avec une jeune fille qui est en équipe de France et dans un sport, je le dis pas encore, mais en fait, à l'équipe de France. Et dans le cadre de sa pratique, pendant plus de 20 ans, en fait, elle a toujours eu sa mère qui était derrière, qui elle-même était une ancienne sportive, ancienne artiste de très très haut niveau, et qui pendant toute sa carrière lui a mis une pression phénoménale. Elle en est arrivée à un niveau où elle se demande même si elle prenait du plaisir dans sa pratique sportive. Est-ce qu'elle le faisait pour elle ou est-ce qu'elle le faisait pour sa mère? Mais au début, elle l'a pas fait pour elle, elle l'a fait pour faire plaisir à sa mère. C'est tout le sujet de l'éducation, on peut même le dévier même sur le parcours professionnel. Quand on voit par exemple que les métiers se continuent de père en fils, etc., est-ce que la volonté est vraiment de l'enfant ou est-ce que c'est parce que c'est bien vu et parce que mon père a fait ça et qu'il veut que je fasse ça que je le fais? C'est le niveau d'attente en fait qui est mis sur l'enfant. Le sport, après, c'est tu vois, quand tu es jeune et que tu es doué pour une discipline, très rapidement ça peut devenir ce qu'on appelle un mécanisme de défense. C'est-à-dire que quand j'exerce ma pratique sportive, je suis dans un environnement dans lequel je m'exprime. Et je m'exprime tellement bien que je suis reconnu pour ce que je fais. Ouais. Et quand tu sors l'athlète de cet environnement, très rapidement, il pourrait être en difficulté. On va retrouver ça avec des athlètes en reconversion professionnelle, ou des athlètes qui n'ont pas préparé leur reconversion. C'est-à-dire qu'ils anticipent le fait qu'un jour, ils vont arrêter le sport. Et d'anticiper ça, ça produit déjà chez eux du stress et de l'anxiété, alors qu'ils sont encore
on traîne athlète. Donc ça aussi, tu vois, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, j'ai encore entendu la semaine dernière, arrête de passer à ta reconversion. Pour le moment, tu es athlète. Tu vois, si tu en parles de sa reconversion, c'est que c'est important pour lui. Tu vois. Donc il est déjà après son sport. Et ça a des répercussions sur sa pratique actuelle. Tu es obligé de prendre ça en compte. Donc comment tu fais pour le sécuriser au travers de sa reconversion? Et je pense aussi un travail sur l'identité, c'est-à-dire qui je suis en tant que sportif. Si on est vraiment là-dedans, qui je suis quand je gagne, qui je suis quand je perds. Parce qu'il y a des sportifs que dès qu'ils perdent, en fait, ils deviennent nuls. Et s'ils gagnent, ils sont très forts. Donc l'identité est très variable. Et qui je serai aussi quand j'aurai arrêté mon sport et que je ferai autre chose. Et ça, je pense que mieux vaut prévenir pour le coup que guérir, notamment en préparation mentale. Plutôt, on va travailler sur la reconversion et sur l'identité. Et plus, ça pourra se faire naturellement et en ayant conscience de ce qu'on fait. Mais là, on est dans une dimension, tu vois, qui est de l'ordre du psychologique. C'est-à-dire, quel est le sens que tu donnes à la pratique de ton sport. Toutes les compétences que tu vas développer en tant qu'athlète de haut niveau, toutes ces compétences-là, que tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets, de pouvoir développer, de quelle manière tu vas pouvoir les transposer ensuite dans tous tes domaines de vie, privé, social, professionnel. Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Pour la plupart des athlètes, ils se demandent ce qu'ils vont en faire, alors qu'ils ont développé quand même des capacités relativement importantes, tu vois, au niveau cognitif, au niveau du mental, de la gestion du stress, des émotions. Et ils se disent, en fait, une fois que j'aurai arrêté le sport, en fait, j'existe plus, ou je vais avoir des problématiques pour exister en dehors du cadre sportif. Alors que finalement, il y a beaucoup de qualités, comme tu dis, qui se construisent au cours de la carrière sportive, qui peut être très utile dans la vie de tous les jours et dans un autre travail. En tout cas, c'est ma mission, c'est mon leitmotiv. Chaque fois que je reprends un athlète en accompagnement, on va travailler sur ça. C'est quoi le sens que tu donnes à ta pratique sportive? Parce que le sport, c'est sympa. Mais ça s'arrête comme ça, en fait. Et, et la blessure, c'est pas quelque chose qui est envisageable sur le sportif. Tu vois ce que je veux dire? Il te dit oui, ça pourrait arriver. Il est entouré que d'athlètes qui sont blessés, mais il s'imagine pas que sur lui, ça pourrait aussi arriver vite. Et des fois, ça arrive vite. C'est vrai qu'il y a aussi une perception qui est très différente entre ce qu'on voit chez les autres et ce qu'on pourrait ressentir nous. Souvent, on voit une situation, on se dit oui, elle est triste, mais il abuse. Moi, si je serais à sa place, ça irait. Et en fait, quand on est à sa place, ça peut être pire. C'est le principe de l'expérience. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'anticiper. Mais un athlète qui n'anticipe pas le fait qu'il pourrait se blesser, c'est important de l'anticiper parce que ça va impacter ta manière de te préparer aussi, de tout ce que tu vas mettre en place au niveau des outils pour ton hygiène de vie, pour ta préparation mentale, tout ce qui va faire que tu vas être plus performant. Mais la préparation mentale, d'abord, c'est beaucoup d'outils, tu le sais. Et après, avec les athlètes, entre guillemets, la difficulté, c'est qu'ils le comprennent, que c'est important, et ensuite qu'ils le mettent en place dans leur quotidien, que ça devienne un automatisme aussi important que n'importe quelle autre technique. Moi, par exemple, dans mon approche, l'élément central, c'est la respiration. Donc, si tu ne sais pas respirer, tu ne seras pas un bon athlète. Si tu ne sais pas respirer, tu ne sauras pas réguler tes états de stress et d'anxiété. Parce qu'en fait, la respiration, c'est le pilier de ta santé. Cœur, système nerveux, tout passe par là. Donc moi, j'ai des routines. Je fais 30 minutes, 40 minutes de respiration consciente par jour. Je fais de la méditation, de l'auto-hypnose. Donc tout ça, je le transmets aux athlètes. Il y en a qui en font autant que moi. Il y en a qui en font plus. Il y en a qui en font moins. Il y en a qui en font pas du tout. Je vois très vite des différences dans le suivi. De toute façon, même si on parlait du terme de préparation mentale, dans préparation mentale, il y a préparation. Et moi, ce que j'explique aux athlètes, c'est de leur faire comprendre que c'est du travail. En fait, on va bosser sur des habiletés cognitives ou autres, mais c'est du travail. Et c'est pas souvent les athlètes, ils pensent oui, là ça va pas. Ok, coup de baguette magique, ça ira mieux. Et très souvent, je pense que ça a dû t'arriver aussi. On nous appelle souvent la veille d'un match ou le lendemain d'un mauvais résultat. Là, ça va pas. Il nous reste 2 matchs pour se maintenir. Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, c'est sur le long qu'on travaille. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du préparateur physique, où je dis on n'appelle pas le préparateur physique une fois qu'on s'est fait les croisés. C'est trop tard. Il faut se préparer avant. Et dans préparation, il y a justement cet aspect de ok, on va répéter pour pouvoir arriver là où on veut aller. Et c'est ça. Et puis, rien n'est jamais acquis. Tu vois, on parlait de tennis tout à l'heure, tu es un joueur de tennis. Donc là, j'ai une athlète qui a fait une saison plutôt sympa sur terre battue. Donc depuis le mois d'octobre l'année dernière, elle est rentrée avec moi d'accompagnement, elle a vachement progressé. Et cet été, elle était super contente. Elle me dit, ça y est, Thierry, je régule, je suis devenu autonome. La saison s'arrête et elle change de surface. Okay. D'accord. En arrivant sur la nouvelle surface, donc sur du dur, elle se rend compte que ça va pas. Tu vois. Et là, de nouveau, elle repart dans un schéma. Samedi, elle est venue sur une formation. Donc c'était sympa parce qu'en plus, il y avait plein de personnes. Donc elle a pu exprimer ce qu'elle ressentait. Et je lui dis, mais t'oublies juste une chose en fait. C'est que tu es passé par une période d'apprentissage qui t'a amené au résultat que tu as vécu cet été. Et ça faisait quand même des mois, des années que tu étais un peu en galère. Ça y est, tout ça, tu l'as capitalisé. Enfin, tu l'as appris. Maintenant, comment tu vas capitaliser cette expérience pour la transférer sur une nouvelle surface? Parce que nouvelle surface, nouvel apprentissage, en fait. Et donc, il faut juste la remobiliser, la reprojeter et lui dire, mais l'outil, ça y est, tu l'as.
Il faut juste que tu le répètes, il faut que tu l'adaptes à la surface, donc que tu répètes sur la surface tout ce que tu as fait sur la terre battue. Et à un moment donné, si c'est passé sur terre battue, pourquoi ça passerait pas là? Oui. Mais le doute envahit, tu vois, tout de suite. Parce que tout de suite, elle mesure ses performances. Elle dit Oui, tout à fait. Justement, là, on clôture un peu ce sujet sur le stress. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui sont un peu... qui ont envie d'apprendre par rapport à ça, est-ce que tu peux faire une petite synthèse sur ce qu'on a dit sur le stress et selon toi, ce qui est important de savoir? Le stress, c'est une réaction complètement normale de ton cerveau et de ton corps pour s'adapter du coup à une situation de danger réel ou imaginaire. Donc, pour faire simple, c'est une accélération du rythme cardiaque. Et réguler son stress, c'est savoir déjà réguler son rythme cardiaque. Comment? Par la respiration. C'est pas en me disant comment je vais faire pour arrêter de stresser. Là, je mentalise. Je passe par le corps. Et là, ça marche. Okay. Juste ça. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets en place tous les jours des exercices de respiration, cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est le basique. Ça permet d'optimiser ton baroréflexe, pour être un peu technique, mais du coup, d'équilibrer ton système nerveux autonome. J'inspire, j'expire. Cycle 5-5. Ça, c'est la base. Ensuite, tu vas pouvoir agir, notamment si tu es dans une période d'anxiété relativement élevée, directement, pour faire simple, parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça, notamment l'amygdale, parce qu'on relie souvent la peur à l'amygdale, alors que heureusement que c'est pas seulement l'amygdale qui est responsable de la peur, mais typiquement pour agir sur l'amygdale qui comprend pas le langage en fait verbal, tu vas devoir le faire par la respiration, par le langage du corps. Et là, tu vas devoir t'entraîner sur des cycles de respiration où tu vas agir beaucoup plus fortement sur ton tonus vagal grâce à des expirations plus prolongées. Donc j'inspire par exemple 4 secondes et j'expire 8 secondes. Tac. Et tu peux même aller beaucoup plus loin. C'est à toi de jouer. Et à toi de jouer en fait avec la respiration, avec des cycles de respiration différents ou différentes, des cycles différents, pour du coup entraîner tout simplement ton système nerveux à adopter le bon comportement dans une situation de danger en fait, qu'il est en train d'imaginer. Et ça va passer par ton tonus vagal. Merci Thierry. Maintenant que vous savez tout sur la respiration, donc, en tout cas vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le pratiquer au moins une fois par semaine pour démarrer. Ouais, et puis ne pas oublier que le stress, ça peut être cognitif. Oui, c'est une pensée qui peut provoquer effectivement, mais ça peut passer aussi directement par le corps. Parce qu'on disait tout à l'heure, les mémoires implicites. J'arrive, on va rester sur le tennis, j'arrive sur une surface sur laquelle, a priori, j'ai des difficultés. Et puis je me dis non, ça va aller. Ça va aller. Mais le seul fait de te le dire, ça ne va pas suffire parce que ton corps, lui, réagit à l'environnement. Donc, en fait, il a des réflexes. Ton système nerveux a des réflexes d'adaptation dans cet environnement qui reste toujours, en fait, stressant pour lui. Donc, on doit combiner les deux en permanence. Le corps et l'esprit en permanence. Tout ça, c'est relié. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la cognition incarnée. C'est ça, hein, mon cerveau est incarné dans mon corps et en permanence, je dois jouer avec les deux. Donc, ce n'est pas en faisant de la visualisation allongé sur mon canapé le soir après mon entraînement que ça va fonctionner. Je dois le faire aussi à l'entraînement. Et par rapport à ce que tu dis, on parle souvent de langage interne en disant qu'il faut axer sur du positif. Tu nous expliques que même, donc, le faire c'est bien, mais même si on le fait, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Ouais. Après, il va y avoir d'autres processus qui vont pouvoir permettre ça. Oui, parce que le discours interne, c'est 70 000 pensées qu'on aurait par jour. On est en permanence en train de penser. Donc il y a les pensées qui sont plutôt conscientes, et puis il y a celles qui sont entre guillemets inconscientes. C'est-à-dire que je sors d'un entraînement qui s'est plutôt pas bien passé, j'essaie de me détendre et puis je me mets devant Netflix en me disant je me détends devant Netflix. Tes mémoires, même si elles sont pas en conscience, elles continuent de travailler. Ton corps, lui, il est en train de refaire l'entraînement. Ton système nerveux, il refait l'entraînement. Et il le refait comme il l'a vécu. C'est-à-dire dans les conditions du réel que tu viens de vivre. D'accord ? Et en permanence, il se dit, ouais, c'était pas terrible en fait. Et toi, t'as pas conscience de ça. T'en prends conscience peut-être pendant la nuit. Tu vas te réveiller, tu vas te dire merde. Donc c'est ça en fait. L'idée, c'est que tout à l'heure, je te parlais de préparation de la conscience. C'est de quelle manière je vais pouvoir mettre en place de la conscience sur ma pratique au travers de ce que je vis au quotidien. Et plus je vais faire remonter d'informations, plus je vais faire remonter de conscience, mieux je vais pouvoir agir de façon chirurgicale. Parce que moi, je dis que la préparation mentale, c'est un travail de chirurgien. Plus tu me donnes d'informations, plus je vais pouvoir être chirurgical sur ce qui te bloque. Donc si l'athlète n'a pas en capacité de t'amener de l'information, tu n'as pas de matière pour travailler avec lui. Je rebondis sur cette comparaison de chirurgien. Moi, quand j'ai été formé à l'hypnose conversationnelle, justement, on m'a dit ça, on m'a dit ton taf, c'est de faire le chirurgien. C'est-à-dire que tu agisses sur quelque chose sans que personne ne s'en rende compte. Ce qu'on veut juste, c'est qu'à la fin,
il y a de l'amélioration. Sans forcément que tu montres ce que tu sais faire. On s'en fiche que tu le montres. Ce qu'on veut, c'est de l'amélioration. Ouais, mais c'est l'athlète un jour qui te dit Thierry, je crois que je viens de comprendre un truc là. Ouais, c'est ça. Tu dis ouais, super. Ouais. Là, du coup, t'es content. C'est ça, ou même encore pire, j'avais un autre exemple de justement Marc Morla qui m'a formé à l'hypnose conversationnelle, qui expliquait, donc lui il est hypnothérapeute, et il expliquait que ses patients parfois ils partaient par exemple pour l'arrêt de tabac, ils allaient le voir, etc. Et en partant, ils disent bon écoute Marc, ou 2 semaines après ils allaient dire à leur femme bon Marc je l'ai vu mais par contre ça n'a pas du tout fonctionné, enfin j'ai pas accroché, moi j'ai arrêté de fumer mais c'est vraiment pas grâce à lui, hein. C'est vraiment que j'ai décidé d'arrêter de fumer. Mais en fait, t'es allé voir 2 semaines avant, ça fait 20 ans que tu fumes. Voilà. Et tout le travail qui est fait par l'hypnothérapeute au travers de la psychologie déjà, de la personne, et puis ensuite tout le travail qui est fait sur le corps aussi, hein, bien évidemment. Thierry, j'ai l'impression qu'on pourrait parler 10 heures de tous ces sujets-là. J'ai un sujet que j'aimerais vraiment évoquer avec toi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le sujet de la peur. Le stress et la peur sont très souvent liés. Moi, dans mes coachings, c'est une notion qui revient énormément. J'ai peur de. Ma réflexion perso, là, j'enlève l'étiquette de préparateur mental, mais je me dis souvent, quand on remonte dans le temps, nos ancêtres, ils avaient peur de mourir. Finalement, quand ils avaient peur, c'était un danger imminent. C'était un autre peuple qui arrive vers eux, des animaux qu'ils connaissent pas, des espèces qu'ils connaissent pas. Ils n'ont pas forcément de toit. Chaque nuit, ils vont trouver un nouvel endroit. Là, il y a de la peur. Comment, aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, on peut avoir ce même mot qui a parfois la même importance pour les humains sur une rencontre sportive, sur un match de tennis, sur un match de foot? Comment on arrive là? Alors, la peur est comme toutes les émotions. Derrière la peur, il y a un besoin. D'accord, et il faut couvrir le besoin. Donc, généralement, derrière la peur, il y a un besoin de sécurité. Donc, il faut remercier ta peur déjà. Merci, tu es en train de m'envoyer une information et tu es en train de me dire que je suis en insécurité. Donc, comment je pourrais faire pour être plus sécure dans ce que je suis en train de faire? Déjà, le système fonctionne bien à ce moment-là. Donc, tu vois, et ton corps te le dit, que tu as peur. Accélération du rythme cardiaque, encore une fois, un stress qui va provoquer une émotion de peur, mais ça peut provoquer un stress, une émotion de colère, ça peut provoquer une émotion de joie. Ça peut provoquer une émotion de tristesse, tout ça, ça peut être généré par un stress. Donc cette peur, en fait, elle va être liée à quoi? De quoi j'ai peur? Chez un sportif, le sportif, de quoi il a peur? Généralement, il a peur de perdre. C'est tout le temps ce qui revient. C'est généralement ce qui revient. Ouais. Il peut y avoir d'autres peurs, mais celle-là revient souvent. Donc la peur de perdre, c'est la peur de l'échec. Si j'échoue, comment je vais le vivre? Et puis surtout, comment les autres vont le vivre? Justement, j'ai une bonne partie sur le regard des gens que j'aimerais évoquer avec toi. Donc, encore une fois, c'est l'environnement. Tu vois, on dit souvent que tu es la moyenne des croyances des personnes qui t'entourent. Moi, les athlètes, en fait, les personnes que j'accompagne, elles ont des livrets sur lesquels elles travaillent pour mettre de la conscience, les besoins, les valeurs, les croyances. Elles travaillent sur plein de livrets, sur la gestion du temps, les talents, enfin un certain nombre de choses qui vont nous permettre en fait de faire remonter à la conscience de quelle manière la personne est structurée au niveau psychologique. Mais pour revenir sur la peur, derrière la notion de peur, derrière la notion de perdre, derrière la notion d'échec, on va retrouver une notion qui est celle du risque. Le cerveau, on parle du cerveau là, mais c'est un peu plus complexe. Il faut avoir une approche quand même très holistique parce qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Et la psychologie, on en a un petit peu parlé, mais même la philosophie ou la phénoménologie. Mais en fait, c'est quoi le risque? Tu as peur de perdre parce que tu pars du principe que le risque est tellement important que ça va générer chez toi cette émotion qui pourrait te bloquer. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est si tu dis à une personne dans ta prise de risque, donc dans l'action que tu vas mettre en place, tu as 1% de chance de perdre et 99% de gagner, qu'est-ce que tu fais? Et à l'inverse, si tu lui dis tu as 1% de chance de gagner et 99% de chance de perdre, évidemment que tu vas avoir 2 types de comportements qui vont être différents. C'est sûr. Et là, tu es en train de faire quoi? De comprendre de quelle manière la personne se projette au niveau du risque. C'est-à-dire que la part de risque de perdre est plus importante que la part de gagner, donc je ne sais pas si j'y vais. Et quand tu discutes avec un athlète, en tout cas moi quand je le fais, c'est ça que je vais essayer d'évaluer. C'est quoi ton risque? Parce que dans tous les cas, si tu ne bouges pas, tu as déjà perdu, quel que soit le risque que tu vas prendre. Donc le risque que tu prends, c'est le risque de gagner, c'est pas celui de perdre. Le risque de perdre, tu l'as, si tu ne bouges pas. Donc prends le risque de gagner. Donc je ne sais pas si j'ai été bon là, dans ce que je te dis. Bien sûr. Ça me fait... Parce que je reviens à la peur, hein, tu vois. Non, mais c'est top. Il y avait une déclaration de Rafael Nadal, je pense que tout le monde connaît, qui expliquait qu'en fait, il expliquait pourquoi il mettait des routines en place. Il a beaucoup de tics qui sont vraiment... Tout le monde en parle. Et il disait en fait, c'est pour mettre de l'ordre dans ma tête. C'est pour ne pas avoir la voix qui va me dire que je vais perdre, ou encore pire, la voix plus dangereuse qui me dit que je vais gagner. Et en fait, il explique que justement, il a besoin de ça pour
pouvoir en fait rester dans le moment présent et ni sur se dire il va se passer ça, pas bien, ça, bien. Et justement, ce que je trouve intéressant, pardon, c'est qu'il dit la voie la plus dangereuse qui dit que je vais gagner. C'est ça. Donc, alors un élément important dont tu viens de parler, les routines, d'accord. Les routines, évidemment, c'est ce cadre dans lequel va se réfugier l'athlète, dans lequel il va pouvoir maintenir sa concentration, qui est l'étape ultime dans le sport de haut niveau. Ma capacité à rester concentré sur ce que je fais, c'est-à-dire que je vais essayer d'évacuer tout ce qui pourrait venir me perturber dans le cadre de ma performance. Donc, ce qui pourrait me perturber, c'est des pensées, les miennes pensées. Ça y est, j'ai perdu, ça y est, j'ai gagné. Ouais. Ça peut être la même, enfin pas la même, mais ça va. Et puis c'est l'extérieur. Les gens qui vont me parler, les gens que je vais observer. Donc tout le langage verbal, paraverbal, non-verbal de personnes qui sont référentes, qui pourraient me perturber au moment où, typiquement, je dois produire le bon geste. Je l'ai vu ça, tu vois, dans le tennis, d'accord, avec l'athlète dont on parlait tout à l'heure, où elle a développé beaucoup d'autonomie, où avant elle avait besoin de beaucoup de monde autour d'elle, et en développant de l'autonomie, en travaillant sur ses liens d'attachement, notamment, tu vois, aussi psychologiques liés à son enfance, elle est arrivée à performer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus vite. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et en même temps, elle sort d'une période qui est super sympa et puis elle se remet à douter. Ouais. Voilà, donc toi, la peur se réinstalle. Le sport de niveau, c'est aussi ça. C'est qu'une fois que tu as gagné, très rapidement, les mauvais schémas peuvent se réinstaller. D'où l'importance de l'environnement et d'où l'importance notamment d'un préparateur mental qui a les bons outils et le bon accompagnement pour tout de suite remobiliser l'athlète sur ses qualités, sur ses compétences et se reprojeter de la bonne manière vers ses prochains résultats. Justement, par rapport à la peur, si on recentre sur la peur, la plupart des sportifs, en tout cas moi avec qui je travaille, qui me parlent de peur, finalement, n'ont jamais creusé la question de peur, de quoi. T'en parlais, c'est ok, mais t'as peur de quoi, concrètement? C'est ça. Et très souvent, de fait, poser la question, on voit une réaction, ils disent mais c'est vrai, de quoi j'ai peur? Parce qu'en fait, c'est un mot qui est courant, c'est un mot qu'on entend souvent. On parlait tout à l'heure de l'éducation, c'est aussi un mot qui peut être, quand on grandit, attention, là tu me fais peur, fais pas ça. Et en fait, la peur, ça peut très vite être associé à quelque chose de banal. Or, le mot peur, en fait, si on regarde sa définition, c'est quelque chose quand même d'important. C'est la peur, et quand on remonte dans le temps, comme j'expliquais, c'était la peur de mourir finalement. Mais oui, c'est ça. Et là, on se retrouve à ça sur un match. Et comme tu parlais de la notion de risque, je trouve ça hyper intéressant en fait, d'aller creuser dans la peur et en fait, de quoi on a vraiment peur? C'est relié, la peur, c'est donc juste une émotion qui te permet de te maintenir en vie. Donc derrière une notion de risque, tu fais référence à nos ancêtres. Quand ils allaient chasser, ils avaient quand même peur de mourir, tu vois. Quand tu es en face d'un rhinocéros et que tu dois en fait le tuer pour avoir un peu de viande, tu risques aussi ta vie. Donc à un moment donné, de toute façon, si je dois continuer à vivre, je dois prendre ce risque, sinon je meurs dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Si je prends pas le risque, dans tous les cas, je suis mort. Donc autant prendre le risque pour continuer à vivre. Mais là, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y avait un bouquin là-dessus alors je pourrais plus te dire, je pourrais plus te dire l'auteur. Et en fait, il expliquait qu'à l'époque, en fait, face au stress, il y avait 3 types de comportements, justement. Il y avait le combat, la fuite. C'est ça, la fuite, le combat ou l'inhibition. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, Mais ça, c'est très bien expliqué aujourd'hui, tu vois, au niveau psychologique et neuroscientifique. La fuite, le système d'inhibition se met en place quand tu ne peux ni fuir ni combattre. En fait, c'est régulé par ton nerf vague. Dans le nerf vague, en fait, tu as la position ventrale et la position dorsale. Donc, la position ventrale se mobilise dans les situations de fuite ou de combat, et la position dorsale va se produire dans une situation d'inhibition. Je peux ni fuir ni combattre, je peux plus bouger, je fais le mort, et j'attends que ça passe. D'accord. Donc les gens qui ont travaillé sur ça, et notamment sur la théorie polyvagale, fait référence et dit que Porges dit qu'on aurait récupéré ça des reptiles. C'est donc une théorie, et notamment des serpents. Le serpent qui se met en rond quand il sent qu'il va être, hop, il va se mettre en rond, il va faire le mort, la température corporelle va baisser pour que du coup le prédateur s'échappe parce qu'il croit qu'il est plus là en fait. Et on aurait récupéré ça. D'ailleurs, ça on le voit dans la vie courante sur par exemple quand on va annoncer à quelqu'un un choc, quand on va avoir un choc chez quelqu'un, ça va être. C'est ça. Et c'est ça, c'est l'inhibition. Alors c'est ce qu'on retrouve. Moi, j'accompagne. Je fais pas que le sport de haut niveau, mais tu vois, je vais retrouver ça par exemple avec des soldats en syndrome post-traumatique qui sont retrouvés notamment dans des embuscades. Là, du coup, tu vois, ils étaient près de mourir. Okay. Donc, ils sont revenus de mission. Ils se demandent pourquoi ils sont vivants, en fait. Tu vas retrouver aussi ça dans des personnes qui ont vécu des viols, hommes ou femmes, qui sont retrouvés dans des positions, ne pouvaient plus bouger. Donc, un phénomène de décorporation qui se met en place par le système nerveux. Et donc, cette position d'inhibition, je ne peux plus bouger. Mais tu peux retrouver ça dans le sport. Au moment où tu vas jouer, tu as un service gagnant, et puis tu ne sais pas pourquoi, tu as tout qui se bloque. Parce que la peur que tu as de le rater
est en train de te dire que tu vas peut-être mourir face à ça, parce qu'il y a le regard des autres, il y a tellement d'attentes sur toi que tu te dis, boum, et là, tu as un blocage qui va se faire et au niveau psychologique, et au niveau, du coup, physiologique. Le système nerveux va te verrouiller, en fait. Ouais, c'est ça. Et par rapport à ce que je dis, je fais un parallèle. Moi j'aime beaucoup les bains froids. Et les premiers bains froids, quand tu rentres dedans, en fait, si tu écoutes les messages que ton cerveau t'envoie, il te dit « sors de là, tu vas mourir ». C'est ça. Et en fait, son premier réflexe, c'est ça. Alors avec du recul, maintenant ça fait longtemps que je pratique et je me dis, il est ridicule celui qui m'a dit ça, mais c'est moi qui me suis dit ça. Et ça peut très vite arriver dans le sport, la notion de peur de en fait, si je perds, il peut se passer des trucs. Et comment tu régules ça? Moi, dans le bain glacé, alors c'est par la pratique. Plus je le fais, plus j'ai conscience que déjà par les faits, non, je ne meurs pas. Et moi, je te rejoins, je passe que par la respiration. Voilà. Et si je suis que là-dessus, en fait, j'ai même plus les messages qui viennent dans la tête. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'intéresse pas. La respiration, c'est la base. Si tu veux, on vient au monde. Quand on vient au monde, la première chose qu'on apprend à faire, c'est respirer. Après, on boit, on mange. Ouais, c'est vrai. D'accord. Si tu restes 3 minutes sans respirer, tu vas commencer à avoir des dégâts. Là. 3 jours sans boire, tu vas avoir des dégâts. 3 semaines sans manger, tu vas avoir des dégâts. 3 mois sans bouger, tu vas avoir des dégâts, des escarres. Donc en fait, la priorité, c'est la respiration. Les gens doivent comprendre ça. La priorité, c'est la respiration. Moi, souvent, les personnes vont me dire, ou je vais leur poser la question, qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour aller mieux? J'ai commencé à faire du sport. Une fois qu'elles ont commencé à faire du sport, elles vont commencer à bien s'alimenter, à bien s'hydrater. Et qu'est-ce que tu as fait pour la respiration? Rien, Thierry, je respire tous les jours. Mais donc, commence par la respiration. Mais on en parlait justement, on a fait notre tout premier podcast avec Mathieu Mario, qui est le champion de France d'apnée. Et on était avec Marc, justement, qui est spécialisé dans l'hypnose. Et Marc expliquait que, en fait, il y a un biais qui fait qu'on pense à chaque fois maîtriser les choses. C'est comme communiquer. On va pas faire des formations sur la communication parce que on parle tous les jours, on sait communiquer. Mais respirer, on respire tous les jours. Mais en fait, ça se travaille, on peut devenir meilleur. Et justement, Mathieu Mario, qui fait de l'apnée, lui expliquait que vraiment, il basait tout sur la respiration. Et on peut se dire, oui, mais il fait de l'apnée, il respire pas. Mais justement, c'est tout ce qu'il fait avant. Moi, j'accompagne aussi des apnéistes. Alors là, ouais. Et puis moi, je fais la plongée aussi. Donc, c'est un sujet que je connais quand même relativement bien. J'ai appris à respirer sous l'eau. Et même avec des bouteilles. C'est-à-dire, la première fois que j'ai fait de la plongée avec une bouteille, j'ai tenu 20 minutes. Oui, maintenant, je vais tenir 1h20. Juste parce que je sais réguler ma respiration. Ouais. Et au début, je partais dans tous les sens. J'étais en position de stress, en fait. Parce que j'avais peur de manquer d'oxygène. Et le prof, il te dit, continue à bouger comme ça, tu vas vite manquer d'oxygène. C'est ça. Calme-toi et tu vas garder ton oxygène. Tu apprends à le faire. Mais c'est la même chose. Et dans le sport, c'est la même chose. Un joueur de tennis ou la joueuse de tennis, tu vois, quand tu as fini ton jeu ou tu as fini ton set, à chaque fois que tu te poses, profite pour te recentrer. Parce que le seul moyen de te recentrer, c'est par la respiration, de réaligner, le seul moyen, je pense, de réaligner ton corps et ton esprit, c'est par la respiration. Parce que ton corps, lui, il est toujours dans le présent. Mais ton esprit, lui, il est dans le passé, le futur ou le présent. Et il peut se balader dans les 3 temporalités à l'espace de quelques centièmes de seconde. Un tennisman français m'avait laissé un message par rapport à ça, où avant un match important, j'avais fait une vidéo sur Insta, juste sur ça, et la vidéo était arrivée au moment où il rentrait sur le court, tu vois. Et c'est ça. Et il faut vraiment comprendre que quand tu veux te recentrer, tu as juste besoin de fermer les yeux, et là, tu es recentré, en fait. C'est ça. En fait, ça paraît tout simple, et presque tellement simple que les gens se disent oui, mais non, mais on le saurait. Mais en fait, testez-le, et après, vous allez voir que ça peut être... Et ouais, c'est ça. Donc, les croyances, on l'a dans le dur, mais après, la théorie, moi, j'utilise souvent des chiffres que j'exagère parce que je ne les maîtrise pas, mais je fais exprès. Mais dans le développement personnel ou la préparation mentale, la théorie, c'est 1%, la pratique, c'est 99%. Mais c'est comme dans tous les gestes techniques, en fait. Oui. En revers, tu as compris comment ça se faisait. Hein. Quand tu le vois à la télé, tu dis, c'est bon, moi aussi, je sais le faire. Quand on te met la raquette dans les mains, tu vois rien. Ouais. Et par rapport à ça, récemment, j'étais avec un joueur de tennis qui me disait, écoute, c'est bizarre, dès que je pense à m'appliquer sur le terrain, etc., j'y arrive pas. Par contre, dès que je pense plus à rien et que limite je laisse tout, tout fonctionne. Et je faisais le lien avec la mémoire procédurale, qui en fait, elle a le rôle de pouvoir mémoriser tous les gestes qu'on maîtrise. Et en fait, tu vas pas apprendre au numéro 2 mondial au tennis à comment faire un revers. Il sait le faire. Non, alors ça, ouais, c'est intéressant parce que là, quand je pense plus à rien, quand tu penses plus à rien ou quand tu as le sentiment de plus penser à rien, c'est parce que c'est devenu automatique. Parce que ne plus penser à rien, c'est pas possible. Oui. Sauf que tu as déchargé ton cerveau de cette tâche qui est devenue automatique. Donc, tu peux le focaliser sur autre chose. Donc, quand tu n'es pas bon techniquement, tu vas être en permanence focalisé sur ton geste technique. Donc, tu ne seras pas en capacité de gérer ton stress et ton émotion. Le cerveau, il peut pas être partout à la fois. Le jour où ton geste technique est bien maîtrisé, à un moment donné, tu vas te focaliser sur ta régulation émotionnelle, donc sur ton rythme cardiaque, donc sur ta respiration. Et ensuite, c'est les deux liés qui vont faire que le geste il va passer de façon automatique. En fait. Pour terminer un petit peu sur la peur, moi justement j'avais une situation assez marrante que je voulais te partager. J'ai un joueur qui vient et qui me dit écoute, là j'ai peur.
Il me dit, dès que j'ai des matchs, j'ai peur. Et je lui dis, t'as peur de quoi? Et il me dit, je sais pas. Sur la table, il avait posé son téléphone et sa paire de clés. Et je lui dis, ok, là, quand tu rentres chez toi, tu te rends compte que avant d'entrer chez toi, t'as perdu ton téléphone et ta paire de clés. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je pourrais pas contacter mes proches, ni ma famille, je pourrais pas manger, j'ai nulle part où dormir. Il me dit, ok, là, j'avoue que ça me fait peur. Il me dit, ok, j'aurais peur de pas pouvoir manger, pas pouvoir de prévenir mes proches, demain j'ai école, ça me fait peur. Je dis, ok, ton match d'hier au tennis, t'as peur de quoi? Il me regarde, il me fait, rien en fait. Et en fait, j'ai juste utilisé ça pour comparer. Et en fait, parce que parfois on met le curseur d'un match, d'un événement, on peut le mettre tout là-haut. Et même mettre tout le reste super bas à côté de ça. Et en fait, quand on prend du recul, c'est bien de le faire avant ou après l'événement, mais évidemment pas pendant, mais de pouvoir en fait prendre du recul et se dire, ok, est-ce que c'est si important que ça? Et très souvent d'ailleurs, une fois que le match est terminé, le sportif il passe à autre chose. Hein. Ben oui, mais c'est ça. Donc la peur, elle va être reliée à l'enjeu, d'accord, à l'attente que moi-même déjà je vais mettre sur cet enjeu et que les autres vont aussi me faire subir. Pour reprendre l'exemple que tu as utilisé de Nadal, qui est super, c'est-à-dire que lui, dans le cadre de ses routines, c'est pas je vais perdre ou je vais gagner. Je dois rester dans le processus qui me permet quoi? De bien réaliser les gestes techniques qui vont me permettre de gagner des jeux, en fait. Tu vois, et plus je vais gagner de jeux, plus je me rapproche de la victoire. Donc je reste concentré d'abord sur les jeux. Et après, je verrai bien comment ça va se passer. Mais si tu te focalises sur les résultats, c'est la problématique dans le sport de haut niveau, c'est plus tu es focalisé sur les résultats, moins tu es sur le processus, et puis du coup, ça va engendrer de la peur. Et je rebondis sur l'aspect de jeu. Il y a le second préparateur mental de l'émission qui s'appelle Charles, qui aime bien cette phrase, c'est le jeu plutôt que l'enjeu. Ouais, voilà. C'est notamment, moi, je travaille avec des sportifs qui sont pas encore professionnels. Quand je travaille avec eux, les attentes sont pas forcément aussi hautes que des professionnels, et je leur explique, en fait, le sport, tu l'as commencé parce que c'est un jeu et parce que tu aimes jouer. Et parfois, l'enjeu prend tellement de place qu'on oublie le jeu et on n'est que sur de l'enjeu. Et moi, j'ai assisté récemment à des entraînements où en fait, les joueurs ils disent qu'ils adorent le tennis. Tu regardes 1h30, ils font la gueule pendant 1h30. Je lui dis, mais vous faites un jeu à la base. Et souvent, je prends l'exemple, je fais exprès pour les provoquer, on joue à Shifumi. Et là, d'un coup, ils sourient. Je dis, donc ça te fait plus sourire de jouer à Shifumi que de jouer au tennis? Ils font, non, mais c'est parce que. Et pour ça, j'aime bien recentrer le jeu plutôt que l'enjeu. Je dis pas qu'il faut avoir le sourire pendant 1h30, juste qu'à la base, on fait un jeu, et il faut pas l'oublier. Oui, il faut remettre le jeu au centre du jeu, tu vois. C'est ça, oui. Parce que c'est ça qui est important, c'est effectivement, même à l'entraînement, parce qu'il y a une grosse pression. Donc, c'est comment, à l'entraînement, tu arrives aussi à réguler ça. Comment, de la même manière, tu vas réguler ton environnement. C'est-à-dire que l'athlète, moi, tous les athlètes que j'accompagne, je leur dis, c'est toi le leader. Et toi, tu t'entoures de compétences. Donc, si à un moment donné, tu considères qu'autour de toi, tu n'as plus les compétences pour avancer, tu dois changer d'environnement. Ça, c'est difficile. C'est ce que a mis en place, je crois que c'était LeBron James, où en fait, il expliquait qu'il était entouré que de yes man. C'est-à-dire que tous les mecs autour de lui disaient toujours oui, c'est bien, oui, c'est parfait, machin. Et en fait, à un moment, il a pété un câble et il a dit je veux plus de ça. Voilà. En fait, Et c'est là où l'environnement, il peut avoir peur, par exemple, entre guillemets, d'un préparateur mental, parce que ton rôle, c'est d'amener cette conscience à l'athlète. Alors quand c'est sur un sport individuel, ça va. Encore que changer d'environnement, c'est pas facile. Mais moi, j'ai des athlètes qui sont en train de le faire là, et qui ont participé au jeu et qui sont pas satisfaits de leur environnement. Donc, ils vont changer leur environnement, prépa physique, kiné, presque tout. Parce qu'ils veulent, pour certains, être médaillés en 2028. Et ils ont les capacités de l'être. Dans un sport collectif, ça peut être compliqué. Des fois, tu as un joueur qui... rugby, foot, moi je l'ai là, des joueurs qui vont être mis sur le banc, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur le banc, parce qu'il y a des enjeux qui sont bien supérieurs que juste celles du joueur. Oui. Tu as un coach qui doit répondre à des attentes, un entraîneur qui répond à des attentes de manager, qui lui-même répond à des attentes d'un actionnariat. Quand on te met sur le banc, il n'y a pas trop de psychologie quand même dans le sport de niveau. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu es sur le banc. Et puis la communication peut s'arrêter net, tu vois, avec l'entraîneur. Et donc toi, au niveau émotionnel, tu es complètement perturbé, tu ne sais même plus ce qui se passe, tu n'as pas d'explication cohérente, on te dit, écoute, c'est un peu comme ça, quoi. Et si t'es pas accompagné Si t'es pas accompagné, mais après, dans les sports co, quand tu commences à perdre du temps de jeu, c'est pas bon pour toi. Ouais. Ah oui. Parce que quand tu commences à perdre du temps de jeu, tu commences à te dire, peut-être que je vais plus jouer du tout. Et ensuite, si je dois changer de club, à quel moment je dois le faire? Quand tu es sous contrat, ça peut très vite devenir compliqué. Donc, de l'anxiété va s'installer. Et très rapidement, par de l'anxiété, des situations, du coup, de blessures peuvent arriver. Les gens ne mesurent pas ça. Ils pensent que les blessures, ça arrive par quoi? Par la fatigue, en fait. Ouais. Mais la fatigue, elle peut être physique, mais elle est aussi psychologique. Donc nerveuse. Ça, on le voit pas. Voilà, et ça, on le voit pas. Et des fois, tu as des athlètes qui vont se blesser. Moi, j'ai eu le cas. L'entraîneur qui lui dit, écoute, ça fait 3 semaines que tu joues plus là, et je comprends pas que tu te blesses juste à l'entraînement.
parce qu'il ne prend pas du tout en compte toute l'anxiété qu'il a développée pendant 3 semaines, le mec. 3 semaines, son sommeil s'est déréglé, il commence à moins bien s'alimenter, bon, il commence à enchaîner un certain nombre de choses qui font que ça va impacter sa condition physique et du coup, va l'amener tout doucement vers une blessure. Dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, Thierry, c'est toujours lié à la peur et c'est par rapport au regard des autres. C'est une thématique qu'on entend beaucoup. Je ne sais pas si toi tu l'entends beaucoup, moi je l'entends beaucoup dans mon coaching. C'est le sportif qui va dire ok j'ai peur et quand tu creuses il va dire j'ai peur de ce que vont penser les gens. On peut faire un parallèle avec la motivation extrinsèque, c'est-à-dire vraiment le regard des autres qu'ils ont sur soi en tant que sportif. J'ai une réflexion perso par rapport à ça. Je me demande comment est-ce possible de demander aux joueurs, aux sportifs de s'en fiche, de s'en foutre vulgairement du regard des autres quand on a toujours grandi systématiquement avec un système de notation. On va nous comparer entre les uns et les autres dès l'école, où on va comparer aussi, on va juger les goûts de chacun, on va juger même la maison de chacun, le lieu où on vit. On va maintenant, ça se développe encore plus avec les réseaux sociaux, systématiquement être dans le jugement et dans la comparaison. Moi, le sportif, quand il vient me voir, il me dit ok, le regard des autres. Alors, ouais, je suis préparateur mental, je prends du recul, mais je te comprends quand même, parce que c'est quand même pas évident de dire ok, le regard des autres, on s'en fiche. Parce qu'en fait, on a systématiquement grandi, je trouve qu'on est dans un monde où on est systématiquement en comparaison avec les uns et avec les autres. Ben oui, on est dans un système où on te compare. L'école, c'est fait pour ça déjà. D'accord, par un système de notes, tout simplement. Hein. Par le système de notes, on va te comparer aux autres. Mais dans le sport, c'est pareil, avec des chronomètres ou avec en tout cas des éléments de mesure qui vont nous permettre de comparer. Donc, ne pas prendre en compte les autres, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est de réguler l'importance que tu leur donnes. C'est ça qui est important. C'est quelle importance je vais donner à l'avis que cette personne va avoir sur moi. Donc cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle représente ? Plus la personne est référente pour toi, plus elle a d'importance dans ta vie, plus donc son avis va avoir d'importance pour toi. Donc, dans ta pratique, quand tu joues, forcément, tu vas y penser. Tes parents, ton entraîneur, ton coach, les gens qui sont dans ton environnement proche, ta copine, ton copain. Et puis ensuite, ça peut déborder chez les sportifs, un article de presse, un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux, plein d'éléments qui vont venir le perturber. Ça va être relié à quoi, bien évidemment ? Encore une fois, notamment, il y a plein de facteurs, mais ça va être relié à l'enfance et à ce qu'on appelle l'estime de soi. Dans l'estime de soi, moi, je mets 4 piliers. 5 même, mais tu as la confiance en soi, ma capacité à me dire que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je vais trouver une solution. Ensuite, tu as l'amour de soi. L'amour de soi, c'est relié à ton discours interne. Comment je me parle quand je me parle ? Quel type de bienveillance je me donne ? Ensuite, il y a l'affirmation de soi, ma capacité à exprimer mes opinions et mes émotions. Et là, tu vois bien que dans le sport de haut niveau, c'est très difficile d'exprimer tes opinions et tes émotions. Et ensuite, il y a l'image de soi. La différence entre l'image que je pense envoyer et celle que j'ai en retour. Plus la différence est importante, plus j'ai du mal à réguler l'image que j'ai de moi-même, parce qu'elle est rattachée à ce que les autres me renvoient. Donc en fait, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais travailler sur l'estime de soi. Et on va revenir à quoi ? À l'enfance. Donc avec l'athlète, on va arriver à un moment donné à remonter par un travail de régression, tout simplement, à remonter dans sa structure psychologique et à comprendre de quelle manière il a structuré ça. Pourquoi il est aussi dépendant du regard des autres. Donc on va mettre de la compréhension sur ça, mais intellectuelle, vraiment, avec des apports théoriques. Voilà ce qui s'est passé, il me décrit précisément ses environnements et moi je lui amène des apports théoriques par rapport à ça. Par lui-même, il réfléchit et à un moment donné il me dit ça y est, j'ai compris. Alors comprendre c'est bien, mais ensuite tu sais que tu as compris quand véritablement tu es détaché. Et donc ensuite ça va être dans ta pratique, dans ton jeu, dans ta façon d'apprendre ton environnement au quotidien que petit à petit tu vas te détacher du regard des autres. Et ça, c'est primordial, en fait. Alors, dans le tennis, on a des super exemples pour ça. On a Djokovic, par exemple, qui souvent se fait huer sur les cours. Où il y a plein de vidéos qui passent sur Insta par rapport à ça. Notamment, j'en ai vu il y a deux jours, là, qui passe en boucle, où il dit au public, vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi, je sais ce que je vaux, et vous pouvez pas rentrer là, en fait. Ouais. D'accord ? Donc, au très, très haut niveau, tu vois, les joueurs, ils sont tous perturbés. Donc, comment on peut travailler sur ça ? Encore une fois, avec de l'accompagnement et en mettant en place de la conscience. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a aussi, ça me fait penser à un travail sur la connaissance de soi. Parfois, avec des sportifs, on démarre l'accompagnement et je leur demande c'est quoi tes qualités ? Et en fait, ils vont me citer 1, 2, 3 qualités grand maximum. Et en fait, ils vont dire ouais, je pense que c'est tout. Là, j'ai pas d'idée.
Alors qu'on parle quand même d'une personne, enfin, c'est toi que tu dois mieux le vendre sur Terre. Et du coup, je leur demande, ok, demande à ton coach, demande à tes parents, demande à tes proches, aux personnes que tu estimes, justement, on parlait de s'entourer de compétences, demande à ces personnes-là quelles sont tes qualités. Ils reviennent avec une liste, il y a au moins 15 ou 20 mots. C'est ça. Et rien que là, le fait de comprendre ça, je pense que ça peut être un réel plus parce que si tu es sportif et que tu as déjà peu de confiance en toi, c'est-à-dire que tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas quelles sont tes qualités, et qu'en plus de ça, l'entourage ou les réseaux ou les médias vont parler mal de toi, tu vas avoir envie de les croire. Parce que c'est un peu, on va croire ce qu'on dit. Si je dis que je suis nul, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est nul. Mais ouais, mais c'est le biais de confirmation, hein, d'accord? C'est que on te dit depuis des années que t'es pas bon, on te le répète en permanence. Donc, quand tu sens que t'es moins bon, que t'es pas bon, tu vas aller rechercher dans l'environnement tout ce qui va juste consolider la croyance que tu es en train de développer. Et donc, tu es en train de consolider encore plus le fait que t'es pas bon et que tu vas pas y arriver. Donc ça, c'est relié à la confiance en soi, à l'estime de soi. Donc, il faut travailler au quotidien dessus. Donc, pour reprendre l'exemple du tennis, dès l'entraînement, tu viens de jouer, tu n'es pas satisfait ou satisfaite du jeu que tu viens de produire, tu t'assois, et où avant tu prenais 1 minute pour respirer, tu vas en prendre 2 ou 3. Tu vas te recentrer, tu vas faire descendre le niveau de stress, tu as un petit carnet et tu fais de la prise de notes. D'accord ? Et après tu repars. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu reviens, tu es en capacité de faire du feedback. Le soir, tu peux faire du feedback. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de très bien, qu'est-ce que je dois améliorer ? Et pas je suis nul, je suis nul, je suis nul. Parce que dans un entraînement où tu es en permanence en train de te dire que tu es nul, bon, tu le sais, et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de produire l'image mentale de ce que tu es en train de te dire. Donc, tu es en train à chaque fois de répéter mentalement le résultat que tu ne veux pas obtenir. Mais ton cerveau, lui, il fait précisément ce que tu lui demandes au niveau du mental. Il reproduit ce que tu es en train de lui dire. Ouais. Il est bien fait, quelque part. D'accord, il est bien fait. Sauf que, comme j'ai dit tout le temps, ton cerveau n'est pas ton ami, en fait. Donc, tu dois, à un moment donné, quand même prendre la main dessus pour l'amener peut-être dans des chemins qui seront un peu différents. La PNL, c'est ça, fait toutes les approches, c'est un petit peu ça. Mais le débat, dont on parle là, il concerne tout le monde, il ne concerne pas que les sportifs. On est tous comme ça. Moi-même, je suis en bataille tous les jours avec moi-même. Et mon plus gros danger, c'est moi, en fait. D'accord ? Donc, je suis en permanence en train de me dire, là, je te le disais tout à l'heure, je dois donner une conférence, là, mettre sous hypnose de 3000 personnes. Quand j'y pense, je me dis comment je vais faire. Et voilà. Et le risque, c'est quoi ? Oui, tu vois, c'est sûr. Les personnes qui organisent le spectacle me disent, mais le risque, il est quoi ? C'est 3000 personnes qui vont me payer pour venir te voir. Donc, je vois pas, il n'y a pas de risque, en fait. Et au final, c'est aussi, on reprend un peu sur les discours de base, mais c'est ce stress ou cette peur qui fait qu'en fait on évolue et c'est ce qui fait qu'on survit et qu'on... La peur que j'ai, c'est de mal faire. Que le résultat ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Donc je suis en train de mettre un niveau d'attente très élevé et je me dis je ne vais pas y arriver. Donc je suis sur les résultats en fait. C'est ça. Et plus je suis sur les résultats, plus je stresse. Si vous voulez coacher Thierry dans les commentaires, manifestez-vous. Voilà, mais pour te dire, mais toi aussi, tu le sais, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus fort que les autres. Non. Peut-être que par rapport à la majorité des personnes, nous, on connaît les outils, on essaie de les utiliser sur soi, et on voit bien qu'en essayant de les utiliser sur soi, c'est difficile. Donc après, quand on va proposer à un athlète de le faire, on ne va pas lui dire que c'est facile. C'est ça. Et j'aimerais conclure là-dessus. Pour moi, mon préparateur mental, c'est une personne qui a de l'humilité, qui est humble. Et justement, on voit beaucoup de personnes, moi je vois beaucoup de personnes qui, comme je te disais au début de notre discussion, qui se vantent de « Ok, moi j'ai réussi avec telle personne, je sais faire ça, et en gros, ma méthode c'est la meilleure. » Et moi, de toute façon, j'ai pas de défaut parce que je connais tout sur le mental. Or, non, on apprend tous, et le meilleur préparateur mental sera celui qui vous dira « J'apprends autant que toi. » Oui, les personnes qui vont te dire qu'ils ont 100% de résultats. D'accord ? T'accompagnes des personnes, et si ton accompagnement est bon, tu le sauras au travers de ce qu'elles vont te dire. Parce que c'est elle, en fait. D'accord ? Toi, tu sais que tu as été plutôt pas mauvais dans ce que tu as fait parce que tu l'as accompagné au travers de ses résultats. Après, l'athlète, il atteint ou il n'atteint pas ses objectifs, c'est dans le retour qu'il va te faire. Il va te dire, Thierry, j'ai atteint mon objectif, merci. Ou Thierry, j'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai évolué sur ça, ça, ça et ça. Ou Thierry, j'ai pas atteint mes objectifs et je pense que c'est en faute à partir de toi. Tu peux avoir... Moi, j'ai pas 100% de réussite, bien évidemment, parce que ça voudrait dire que tous les athlètes que j'accompagne atteignent leurs objectifs. Alors, non. Et c'est tout à fait. Et c'est même pas forcément le but. C'est mieux, mais c'est pas une fin en soi. Non, le développement personnel, parce que quand on parle de préparation mentale, on est quand même un peu dans le dev perso. On est dans une quête de soi. C'est d'abord un travail qu'on fait sur soi, de la connaissance qu'on développe sur soi, au travers d'une expertise qui est celle du sport. Et l'idée, c'est de se dire, au travers de cette expertise-là, ce terrain sur lequel je m'épanouis,
quand j'aurai terminé tout ça, qu'est-ce que je vais en faire dans mes autres domaines de vie? Et même tout de suite, qu'est-ce que je pourrais en faire dans mes autres domaines de vie? En tant que sportif de haut niveau, qu'est-ce que je pourrais transmettre à mon environnement sur ce que j'apprends dans ma pratique du sport haut niveau et au travers de la préparation mentale, notamment sur ma capacité à réguler mon stress et mon anxiété. Et il peut aussi très bien arriver des situations où on travaille avec un sportif, à l'instant T, il va pas avoir de résultat, mais par contre, 3 ou 4 mois après, ah bah tiens, comme par hasard, comme on parlait tout à l'heure avec la cigarette, quoi. Ah oui, ça peut être même un an après. C'est le temps que ça assimile et le temps de... Oui, parce que d'une personne, tu as les effets de latence, donc d'accord, d'un individu à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et puis moi, j'ai des sportifs qui vont me dire, ils arrêtent leur carrière, ils ont pas eu leur résultat, et qui te rappellent un an après, qui te disent, Thierry, en fait, ton truc, il a marché. Tu vois, j'ai continué à l'utiliser, et dans ma vie, et dans le boulot que j'ai mis en place, ça fonctionne. Ouais. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Hein. C'est sûr. Enfin, pour moi, hein, tu vois. Écoute, Thierry, merci beaucoup pour tous ces échanges. Ouais, merci à vous. J'ai une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Je vais te prendre au piège parce que je t'ai pas prévenu. Okay. Si tu devais voir une personne que tu connais dans ce podcast, qui verrais-tu? Waouh. Ça peut être tout le monde, toute personne, même des personnes qu'on aura du mal à avoir. Autour de la prépa mentale? Autour de la prépa mentale. Qui aimerais-tu entendre s'exprimer autour de ce sujet-là? Ça peut être des personnes que tu connais ou même que tu ne connais pas. Deux athlètes deux athlètes français là, qui ont évidemment cartonné au jeu. Alors il y en a plein, hein, parce que moi j'étais au jeu. Mais notamment Taléon Marchand, bien évidemment, qui est très bien accompagné, qui a des capacités physiques hors normes, mais aussi des capacités mentales hors normes, tu t'en doutes, hein, parce qu'à ce niveau-là. Qui est accompagné d'ailleurs régulièrement. Quand tu observes un petit peu son environnement, tu comprends que tout ça, c'est des compétences qu'il a développées depuis qu'il est tout petit. Très fort. Et puis Antoine Dupont, qui est... ça me fait rire parce que sur les réseaux aujourd'hui, les sportifs et notamment les personnes qui suivent le rugby, moi je suis le rugby, t'entends un peu de tout et n'importe quoi. Le mec, il est juste brillant, quoi. Ouais. Tu vois, il est phénoménal. Il fait ce que les autres ne savent pas faire ou n'ont pas pu faire. Il prend des risques. Tu vois, la prise de risque. C'est ça, la prise de risque. C'est, je vais sortir du 15 où je suis un joueur mondialement reconnu, meilleur rugbyman du monde, et puis je vais partir jouer à 7, tu vois. Le rugby à 7, c'est un sprinter qui joue au rugby. En gros, c'est ça le rugby à 7, avec des qualités rugbystiques, mais quand même, le mec, il a pris ce risque, quoi. Tu vois, il est arrivé, petite porte, il a dit, bon, je vais voir comment je vais m'adapter, tata. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent, ouais, mais... ça, c'est de la prise de risque. Là, il y a de la vraie prise de risque, pas de la prise de risque de mourir, mais de la prise de risque sur son image de joueur. Parce qu'il aurait pu se rater. Ouais. Je vais au 7, je suis pas bon au 7, tout le monde va rire de moi. Ouais, c'est sûr. Et pourtant, il y allait, et en plus, il a pas mais là, il réussit, ils sont champions olympiques. Ouais. Là, c'est compliqué. Félicité, là. Et bien là, comme dans la prise de risque, les gens qui t'aimeront encore plus, et ceux qui te détesteront encore plus. Tu vois, c'est le principe même des réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas beaucoup de followers, mais j'en ai quand même pas mal. Et c'est ce que j'ai vécu quand je suis arrivé sur les réseaux. Au bout d'un moment, quand tu commences à avoir un peu de visibilité, ben voilà, tu as les gens qui vont venir commenter ce que tu fais, alors que tu parles de mental, de préparation mentale, pas mal de choses bénignes, tu fais pas de mal aux gens. Ben les gens viennent te dire que tu n'as rien à faire là, que tu racontes que des conneries, en gros, et que ça serait mieux si tu t'exprimais pas, quoi, tu vois. Donc, voilà, donc au début, ça te touche. Moi, ça m'a touché, mais j'ai travaillé sur ça, et petit à petit, je me suis défait de ça. Mais voilà, on est tous pareils, en fait. Ouais, mais voilà. Ça veut aussi dire, nous, c'est ce qu'on se dit, en tout cas, quand on commence à avoir des commentaires, puis non pas forcément, on se dit, mais pourquoi il raconte ça? Bah, ça veut dire comment on commence à toucher du monde. Donc bon, on y voit le côté positif. Et... Donc t'as ces deux sportifs, parce que bon, il y en a d'autres, hein. Je ne veux pas en oublier quand même, parce que j'étais au jeu. Même pas trop de taf non plus. Et j'en avais au jeu, donc ils m'excusent. Mais après, ce qui pourrait être intéressant, c'est les parents, c'est la famille qui est derrière. Notamment quand on passe aux parents de Léon Marchand, voilà, de quelle manière ils l'ont éduqué, comment ils ont mis tout ça en place, même si on entend beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. Donc comment, en fait, un champion de ce niveau a développé toutes ces capacités qu'il a développées, intellectuelles, émotionnelles, mentales, physiques, dans un environnement qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Thierry, merci. À titre personnel, je pourrais t'écouter parler pendant plusieurs heures. Si c'est le cas pour vous aussi, pourquoi pas un jour un épisode 2. Si on a encore d'autres sujets à aborder, je pense qu'il y en a plein. Merci pour ton temps. Merci à toi et merci à vous. Avec plaisir. À très bientôt. N'hésitez pas de liker. Si vous êtes sur les plateformes de streaming, de lâcher votre petit cœur, ça fait toujours plaisir. Commentez, abonnez-vous, likez. C'est tout pour nous. À très vite. À bientôt.